Bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour ce premier numéro d'enquête de santé de la saison. Et ce soir, nous parlons de soignants qui soulagent tout à la fois les douleurs articulaires, les migraines, les troubles du sommeil, mais aussi la constipation, le stress ou l'asthme, et ce, sans aucun médicament. Marina, bonsoir. Michel, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, sans médicaments, mais avec leurs mains, ils manipulent. Il s'agit des ostéopathes, des thérapeutes qui rencontrent l'adhésion du public. 40% des Français y ont déjà eu recours, 10% y vont régulièrement, mais des thérapeutes qui peinent à trouver leur place entre les médecins et les kinés. Si leur profession est certes reconnue depuis 10 ans par l'État, on leur reproche toujours au mieux l'absence de preuves scientifiques de leur activité, au pire d'être dangereux pour le patient. Qu'en est-il? Des accidents ont-ils été recensés? Leur formation est-elle suffisante? Faut-il voir d'abord le médecin? Quelle est leur place dans le système de soins? Pourquoi ne sont-ils pas remboursés? Voilà, ce sont les questions auxquelles nous répondrons ce soir avec nos invités. Et bien sûr, comme toujours, nous attendons vos questions sur ce sujet. Et comme à chaque enquête de santé, Benoît sera à nos côtés. Bonsoir Benoît. Bonsoir Michel, bonsoir Marina, bonsoir à tous. Évidemment, cette émission vous est ouverte également. Le débat a déjà lieu d'ailleurs via Internet et le téléphone portable. On reçoit beaucoup de SMS. Mon mari est allé voir 2 fois l'ostéo pour les douleurs d'arthrose au cou. Est-ce que c'est vraiment efficace? Nous demande Marie, qui fait partie des sceptiques. On m'a recommandé un ostéo qui se dit un peu magnétiseur. Est-ce compatible? Dit cet autre internaute. Ou encore Géraldine, qui fait partie plutôt des adeptes et qui nous dit: tant pour mon dos abîmé que pour mon bébé qui avait des coliques, ces manipulations sont magiques. Alors vous aussi, vous pouvez bien sûr intervenir, soit par SMS, vous tapez 41 555, le code EDS comme enquête de santé, vous envoyez votre question ainsi, soit par Internet, www.france5.fr, ou encore par les tweets, vous tapez #santéf5, et bien sûr nous utiliserons vos questions et témoignages tout au long de l'émission. Et on vous retrouvera régulièrement durant cette émission, Benoît. Pour l'instant, on se retrouve après la diffusion de notre document Aux ostéopathes les mains pleines. C'est un film réalisé par Perrine Dutreil, Timothée de Rex et Pierre-Luc Perrin. Paris, 14e arrondissement. Aujourd'hui, la famille Porcher se rend chez son ostéopathe. C'est une habitude. Yannick, Martine et leurs 2 enfants y vont au minimum 1 fois par an. L'ostéo, c'est lui, Alain Bédoué. 20 ans qu'il suit les parents. Il a même vu naître les enfants. Bonjour, tu rentres Dylan avec tout le monde. Comme souvent, chacun des membres de la famille a une douleur précise à soumettre au diagnostic de l'ostéo. Moi j'ai mal au cou. Oui, depuis longtemps? Depuis 1 mois. J'ai une petite douleur au genou, là, comme je fais de l'aïkido, là, donc voilà, j'ai toujours du mal à chuter. Douleur au niveau épaules, le bras, quoi. Mais chez les Porcher, on va aussi voir l'ostéopathe à titre préventif, pour surveiller par exemple la croissance du petit dernier. On va regarder si tu grandis bien. Tu te désalignes s'il te plaît, puis on va te regarder. C'est donc Dylan, 10 ans, qui ouvre la séance. L'ostéopathe va regarder si sa croissance n'entraîne pas la formation d'une scoliose. Jusque-là, l'examen clinique, que ferait aussi un médecin généraliste, ne révèle rien d'anormal. Parfait, remonte. Je te remercie. Assis-toi. Mais c'est maintenant que ça se complique. Bon, là, il y a une petite restriction de rotation, surtout par rapport aux autres mobilités qu'on a pu constater. On s'éloigne ici de la médecine conventionnelle, car l'ostéopathe cherche autre chose. Là, on est en train de tester la capacité du corps dans son pouvoir élastique. Et tout ce qui va ressembler un peu restreint. Je le note. Ça, ici, tu sens que c'est difficile, ça? Oui. Voilà. Donc je sais que entre la droite et la gauche, j'ai le côté droit qui a du mal à avoir un pouvoir élastique, ce qu'on appelle chez nous donc une restriction de mobilité. Restriction de mobilité, un terme étonnant, la base du diagnostic ostéopathique. Une fois que je suis capable de déterminer ces différentes pertes de mobilité, aussi bien au niveau des articulations, des ligaments, des muscles, on suspectera pour nous une altération de l'état de santé. À ce moment-là, on les traite. Pour redonner cette fameuse mobilité, l'ostéo va employer différentes techniques manuelles. L'idée est de rétablir l'équilibre du corps et, dans le cas de Dylan, de prévenir ainsi la formation d'une scoliose. Là-bas, ça tourne. Ça marche? Un mode de soins alternatif qui a pris dans cette famille une place prépondérante. Allez, on va faire une inclinaison.
au point d'avoir quasiment éclipsé la médecine traditionnelle. Pour vous dire, notre médecin généraliste, on le voit une fois par an, au mois de septembre, pour les certificats médicaux sportifs. Puisque M. Bédoué ne peut pas en délivrer, donc on le voit quand même une fois par an. La consultation de 45 minutes est ici à 75 € par personne. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais de plus en plus de mutuelles remboursent. Car l'ostéopathie est à la mode. Comme cette famille, ils sont de plus en plus nombreux à en louer les bienfaits. Le nombre de consultations augmente et l'offre en France s'est décuplée. On compte aujourd'hui plus de 17 000 ostéopathes sur le territoire. Pourquoi cet engouement? Qui se cache derrière le titre d'ostéopathe? Quelle place donner à cette profession de plus en plus influente dans le paysage de la santé en France? Je dis attention, ce n'est pas de la vraie médecine. Moi c'est fini, je fais plus confiance à ces gens-là. Le véritable apport dans notre système de santé de l'ostéopathie, c'est de considérer le patient comme un tout. Ils ne recourent pas à ça parce que c'est une mode. Ils recourent à ça parce que les gens leur font du bien. Tout commence dans le Middle West américain, à la fin du 19e siècle. La légende raconte qu'Andrew Taylor Steele, médecin de son état, vit mourir 3 de ses enfants d'une épidémie de méningite. Traumatisé par l'impuissance de la médecine traditionnelle, il se mit en quête d'une nouvelle théorie pour soigner les gens. Il a constaté qu'en fait, les maladies pouvaient cheminer par la voie des os. Ostéopath, et path au terme de voie, pathway, et pas pathos comme on le croit souvent. Et c'est ainsi que l'ostéopathie est née. Il a dit, voilà, en fait, une maladie est due à la restriction de mobilité d'un os ou d'un organe. Et il a dit, voilà, ça peut bloquer une artère. Il a défini la loi de l'artère. Ensuite, il a montré qu'il y avait la possibilité d'auto-guérison. C'est-à-dire qu'un corps, si on lui donne les possibilités de récupérer en lui redonnant sa mobilité au niveau des os et des articulations, il y avait une possibilité d'auto-guérison. Andrew Steele invente donc une nouvelle conception du fonctionnement du corps humain. Une nouvelle approche de l'anatomie, loin des canons de la médecine occidentale. Pour lui, toutes les parties du corps fonctionnent en interdépendance. On doit donc, pour le soigner, considérer l'individu dans sa globalité. Sur la base de ces théories, Steele a codifié toute une série de traitements basés sur des techniques manuelles, comme par exemple des manipulations vertébrales. Les ostéopathes, leur mission, c'est de traiter ce qu'on appelle les troubles fonctionnels, c'est-à-dire des troubles qui apparaissent chez le patient, mais qui ne sont pas reliés à une maladie d'un organe, une maladie organique. Un cancer, le cancer, c'est pas du ressort de l'ostéopathie. Deuxième chose, une fracture, c'est pas du ressort de l'ostéopathie. Une fracture, une luxation, c'est un autre champ de compétences. Donc il y a comme ça pas mal de pathologies. Et tout ce qui est trouble organique, c'est-à-dire quand l'organe est vraiment atteint dans sa structure, qui ne sont pas de notre ressort. Contrairement à un médecin, l'ostéopathe ne prescrit pas de médicaments ou d'examens. Et contrairement à un kinésithérapeute, il ne fait pas de rééducation fonctionnelle par des mouvements ou des massages. Les ostéopathes disent en revanche soulager par simple technique manuelle les douleurs articulaires, mais aussi les migraines, la constipation, les troubles du sommeil, les cystites et bien d'autres choses encore. Une autre façon de soigner, par les mains, violemment rejetée par les médecins lorsque la discipline est arrivée en France dans les années 50. D'ailleurs, beaucoup d'ostéopathes sont devenus peu à peu la cible de procès pour exercice illégal de la médecine.
Pour l'accusation, les ostéopathes pratiquent en effet illégalement la médecine puisqu'ils font des diagnostics et administrent des traitements. Une analyse contestée bien sûr par leurs avocats. Ils citent notamment le président du Conseil national de l'ordre des médecins qui assimile, lui, certaines pratiques de l'ostéopathie à de l'ésotérisme. Comment, dans ces conditions, les poursuivre pour pratique illégale d'une discipline éminemment scientifique, la médecine? Le tribunal tranchera mercredi prochain. Il y a eu beaucoup de membres du corps médical qui ont dit attention, portons un diagnostic avant de faire un traitement manuel. Une vertèbre déplacée, ce n'est pas un diagnostic médical. Si vous aviez une vertèbre déplacée, vous seriez paralysé. Donc il y a eu beaucoup de procès, beaucoup de discussions parce qu'effectivement il y avait des excès. Mais il y avait aussi des bons résultats. Et c'est ces bons résultats qui ont semé le trouble parmi les patients qui ne comprenaient pas parfois que le médecin critique un praticien qui avait des résultats, qui avait une tendinopathie de l'épaule et qui avait été traité avec succès par un ostéopathe, qu'il soit kiné ou non. Et le patient ne comprenait pas que le médecin rejette cette pratique. Malgré le scepticisme affiché des médecins, le succès populaire de l'ostéopathie poussera les pouvoirs publics à lui donner un statut. En 2002, le ministre de la Santé Bernard Kouchner reconnaît le titre d'ostéopathe. L'exercice de l'ostéopathie n'est plus illégal. Mais cette certification par les textes a-t-elle vraiment mis fin aux querelles sur le terrain ? Dix ans après sa reconnaissance officielle, l'ostéopathie est plébiscitée. Et elle a désormais ses écoles. Il n'y a pas forcément la présence d'une hernie discale. À Lyon, ces étudiants de 5e et dernière année sont à quelques semaines de leur diplôme. C'est l'heure des dernières révisions. Est-ce qu'il y a des techniques que vous voulez qu'on revoie? Menton pivot. Menton pivot assis ou menton pivot assis, c'est-à-dire? Désormais, on transmet aux étudiants une terminologie ostéopathique et les techniques qui vont avec. Tout cela semble rigoureux et bien codifié. Dans cette prise fronto-occipitale, moi qui utilise ce type de technique, il m'arrive à un moment donné d'utiliser un col de cygne parce que le patient, lui, il a la tête qui part dans tous les sens, il est incontrôlable. Pourtant, parmi tout cet enseignement, quelques gestes ont encore un aspect énigmatique. Selon ce professeur, cela fait partie des mystères de l'ostéopathie. Effectivement, dans la médecine ostéopathique, il y a des choses aujourd'hui où on n'a pas la démonstration scientifique de ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple très précis. On prend une suture occipito-mastoïdienne qui est ici. Je vais mettre deux mains en réception et je vais mettre une main en émission. Je vais me mettre à l'opposé de la boîte crânienne et là, je vais envoyer une onde fluidique qui va venir ouvrir la suture de ce côté. J'adore votre réaction, vous avez les yeux qui viennent de s'ouvrir en disant « qu'est-ce qu'il me dit ?» Et bien voilà une technique que nous, ostéopathes, on a du mal à expliquer. Maintenant, on l'utilise tous les jours parce qu'effectivement, ça marche. Non seulement cet enseignant ne peut pas expliquer toutes ces techniques, mais il estime ne pas avoir à le faire. Pour lui, la cabale menée par les médecins à l'encontre des ostéopathes n'est qu'un mauvais souvenir. Cette opposition médecin-ostéopathe, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. C'est-à-dire que le scepticisme de ces médecins-là, aujourd'hui, dans des grandes villes comme Grenoble, Lyon, Paris, on n'en est pas là. Qu'on soit en rivalité professionnelle, ça je veux bien le comprendre. Mais qu'on vienne justifier ou qu'on vienne nous faire un procès sur la véracité de ce qu'on fait, c'est plus réellement d'actualité. Hein. Voilà. Et qu'il y ait un peu plus de retour. Tu lui donnes ce rebond-là. Voilà. C'est sur cette balance-là. D'ailleurs, dans l'esprit de jeunes étudiants, être ostéo ou médecin, c'est un peu la même chose. Après tout, pour Coralie, qui a échoué en première année de médecine, l'ostéopathie lui permet aussi de s'occuper d'un patient. Je suis allée à la porte ouverte de l'école. J'en ai fait plusieurs et j'étais vraiment captivée par l'écoute qu'on peut avoir ici en ostéopathie. J'ai plein d'amis médecins, je respecte beaucoup le milieu médical, mais je trouve que vraiment on a une autre écoute. On a déjà 45 minutes de consultation. Les médecins n'ont malheureusement pas la possibilité d'avoir autant de temps en consultation. Et on peut vraiment être à l'écoute d'eux et je pense que c'est très important et que les gens en ont besoin. Les ostéopathes semblent donc intégrés au monde de la santé. Ils vivent apparemment en belle harmonie, en parallèle des médecins.
au point d'entretenir une certaine confusion des genres. Blouse blanche, consultation, patient. Si l'ostéopathie n'est pas de la médecine, elle en revêt tous les attributs. Bonjour madame, Bruno du coup, je suis ostéopathe. Enchantée. Voilà, je viens voir Roxane. Dans cette maternité privée de la région bordelaise, la maman de Roxane a sollicité une séance d'ostéopathie pour sa petite fille née il y a 2 jours. Et l'accouchement lui-même? L'accouchement très rapide. D'accord. Vous avez une péridurale, oui, je vois. Oui, péridurale, oui. Et donc à la naissance, tout allait bien? D'un point de vue médical, Roxane se porte parfaitement bien. Mais le diagnostic ostéopathique ne va pas arriver aux mêmes conclusions. Donc déjà, voilà, rien que l'approche par le toucher, elle montre. Sa tête part en arrière beaucoup, très en tension. Donc je vais l'aider à ramener. Il ne faut pas qu'elle parte la tête en arrière comme ça, parce que son système nerveux n'est pas encore mature. Et là déjà, voilà, petite Roxane. Il faut que tu ramènes des bras petit à petit en avant et on va l'aider à retrouver la position d'enroulement qui était la position dans le ventre de sa maman. Selon Bruno Ducou, Roxane a des tensions dans la nuque. Il va chercher à les soulager avec ses mains. Bruno, on ne se rend pas bien compte de ce que vous faites là, c'est des pressions que vous faites avec les mains? Voilà, je suis avec les mains, je mets un point d'appui. Là, j'étire la base de la nuque parce qu'il y a des tensions qui peuvent venir d'avant la naissance. Un arbre, c'est pas uniquement ce qu'on voit de l'arbre, il y a des racines aussi, le vent, on ne le voit pas non plus. Pourtant, le vent, on voit les effets. Et donc, sur un enfant, on voit les effets quand il y a eu une compression dans le ventre, quand la maman a eu des émotions pendant la grossesse. Là, la maman avait un peu d'hypertension, elle a dit, pendant la grossesse. Donc, le bébé, il a ressenti tout ça. Cette analyse convainc la maman de Roxane, qui a l'habitude d'avoir recours à l'ostéopathie. C'est un tel traumatisme pour un bébé, la sortie du ventre de sa mère, qu'il y a des choses qu'en tant que mère, justement, je ne vois pas, je ne peux pas déceler des problèmes que seul un ostéopathe peut voir. Ça va être la position de la tête, etc. C'est par rapport à un équilibre, c'est une manière d'être rassuré, être sûr que tout va bien. Et parce que les médicaments, ça ne fait pas tout. C'est un complément, moi je trouve, l'ostéopathie. Pour moi, c'est une méthode plus naturelle. C'est évident pour moi, c'est un complément. Voilà. Depuis quelques années, l'ostéopathie sur les nourrissons connaît un vrai succès auprès des parents. La pédiatre Aude Clouzot, qui a ausculté Roxane à sa naissance, voit d'un mauvais œil cette nouvelle tendance. Pour les nourrissons, actuellement, on fait quand même face à une demande de la part des parents de prise en charge ostéopathique qui est extrêmement importante, avec parfois des demandes qui paraissent pas forcément adaptées. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse discuter ensemble des indications avec les ostéopathes, avec les parents, des indications de l'ostéopathie, parce que le grand danger, ce serait que, avec la multiplication des ostéopathes qui sont formés, la multiplication des cabinets qui voient le jour, ce serait vraiment que ce soit le recours premier pour toutes les pathologies. Aude, bonjour. Bonjour. J'ai vu Roxane à la chambre 119, c'est sa maman. Et face à l'ostéopathe, le dialogue s'avère difficile. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle avait une posture, donc au niveau fonctionnel, où elle se met la tête un peu en arrière. Et pour moi, c'est vraiment une indication intéressante. Donc j'ai essayé de travailler à relâcher la nuque. Donc j'espère que ça va lui faire. Moi, j'avais pas noté de torticolis ou de limitation dans les amplitudes. Non, il n'y avait pas de limitation, non, tout à fait. D'accord. Ici, deux mondes s'affrontent. Les concepts comme le vocabulaire ne sont pas les mêmes. J'ai le souvenir d'un enfant qui régurgitait. On m'a expliqué que c'est parce que le foie était déplacé. Et c'est vrai que pour nous, ça n'a pas de sens sur le plan anatomique ou sur le plan physiopathologique. C'est pas quelque chose qui est traditionnel dans le reflux de penser que c'est parce que le foie est déplacé. Et je me suis toujours demandé comment l'ostéopathe savait que le foie était déplacé. C'est pour nous, savoir si le foie est pas à sa position, on va le savoir avec une échographie, éventuellement avec une palpation abdominale appuyée. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à saisir. Donc on a des difficultés de compréhension, certainement. Non, effectivement, moi je trouve qu'il y a une tension dans la zone sous le thorax à droite. Dans mon image, je vais parler du foie, mais c'est pas l'organe foie tel que l'entend le pédiatre. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un problème hépatique. Malgré ces incompréhensions flagrantes, les ostéopathes se sont imposés dans le monde de la santé.
Au fil des années, ce chirurgien orthopédiste pédiatre a vu l'ostéopathie interférer avec sa propre discipline. Alors, montre-moi tes pouces. Il y en a un où ça fait plus que l'autre ou ça fait à peu près les deux? De plus en plus de petits patients sont passés d'abord entre les mains d'un ostéopathe avant d'arriver dans son cabinet. Une situation qu'il juge inadmissible. La prétention est très importante de vouloir remplacer des médecins avec des diplômes qualifiés et de vouloir faire la même chose, voire mieux, puisqu'il y a dans tout ostéopathe de toute façon une sorte d'attitude anti-médicale. Pour lui, l'ostéopathie n'est basée que sur des théories fumeuses, non fondées scientifiquement. C'est ce qu'il s'emploie à démontrer sur son site internet, Stop Ostéo, avec un but affiché, mettre en garde les usagers. Ce que je reproche à l'ostéopathie, c'est d'avoir des idées qui ne sont pas validées par les canons actuels de la science, et surtout de s'être lancé dans une mise en application de ces idées sans aucune preuve scientifique d'efficacité. Je dis attention, ce n'est pas de la vraie médecine. On s'éloigne de la médecine moderne du XXIe siècle. C'est en effet la grande lacune de l'ostéopathie, le manque de preuves scientifiques d'efficacité. Le nombre d'études publiées dans la littérature médicale est encore très faible. Bien évidemment, une bonne évaluation scientifique, je pense, contribuerait à ce que certaines fausses idées ou idées reçues, idées négatives sur l'ostéopathie, petit à petit s'en aillent. Il faudra du temps, c'est l'histoire des 15, 20, 30 ans. Mais je pense que si on arrive à démontrer ce que c'est l'ostéopathie, ce qu'elle fait, ce sur quoi elle est efficace ou pas, petit à petit, quand même, il y a des choses qui vont évoluer, c'est inévitable. Hein. Les postures corporatistes, elles pourront pas durer éternellement. Pourtant, tous les médecins ne sont pas hostiles à l'ostéopathie. Dans ce centre de lutte contre le cancer à Lyon, l'équipe médicale a même lancé une étude pour en évaluer les bienfaits. Un peu à gauche, d'accord. Récemment opérée d'un cancer du sein, Yveline s'est vue proposer des séances d'ostéopathie pour tenter de soulager ses douleurs, notamment dans le bras, provoquées par la chirurgie. Ça va, c'est pas trop douloureux? Côté droit? Non, c'est bon. Cette douleur là qui vous fait mal. Oui. Entre 0 et 10, vous la metteriez à combien? Quand vous appuyez, oui, elle est facile à 7. À 7, très bien. Oui. Donc maintenant, on va essayer de trouver une position de confort pour que la douleur diminue au moins, soit à peu près entre 0 et 2. D'accord. Donc c'est vous qui me guidez. Hein. Vous laissez bien aller comme si vous étiez dans un fauteuil. Je vous tiens. C'est vrai que sur le coup, des fois on a un petit peu mal, mais quand on voit qu'on ne peut pas lever son bras parce que ça tire sur les cicatrices et puis que c'est pas sympathique, et qu'après avoir fait le petit passage chez l'ostéopathe, on s'aperçoit que le bras, on le lève déjà plus facilement. On se dit vivement qu'on revienne, quoi. Et depuis, j'ai des améliorations à chaque fois. Et ça va vraiment dans le mieux assez rapidement quand même. Est-ce que c'est sensible quand je fais ça? Non, ça va. Là. Ça va. Yveline fait partie d'un protocole de recherche visant à mesurer les effets de ces séances d'ostéopathie sur la diminution de la douleur. Comme elle, toutes les patientes étudiées ont été opérées d'un cancer du sein. Je vais vous dire que à certains moments, j'oublie le bras. D'accord, vous avez pratiquement plus mal à certains moments. On les tire au sort et on les répartit entre deux groupes. Le premier groupe a la prise en charge habituelle, c'est-à-dire vue en consultation de la douleur, prescription de médicaments, suivi psychologique s'il y a lieu, etc. Le deuxième groupe a exactement la même chose, plus l'ostéopathie. À quel endroit exactement? Un protocole scientifique donc. Difficile pourtant d'évaluer l'efficacité de gestes ostéopathiques, a fortiori sur un territoire flou, celui de la douleur. La douleur, par définition, c'est quelque chose de subjectif, donc c'est pas très facile à évaluer. Il y a plein d'éléments qui entrent en compte. C'est pour ça que cette construction du protocole qu'on appelle randomisé, avec en principe, en moyenne, une seule chose qui varie entre les deux groupes, c'est l'ostéopathe. Mais pour le reste, tout est globalement, pour la population entière, comparable. C'est très important, parce que sinon, on sait plus ce qu'on mesure. En cours depuis déjà 2 ans, l'étude est loin d'être terminée. Plusieurs années seront nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions scientifiques sur les bienfaits de l'ostéopathie dans la prise en charge de ces patientes. Malgré toutes ces difficultés d'évaluation,
Que disent les quelques études publiées jusqu'à présent? Dans cette unité de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, le professeur Falissard a rassemblé et analysé la littérature scientifique existante sur l'ostéopathie. L'essentiel de ces études porte sur le traitement des lombalgies et leurs conclusions sont quelque peu ambivalentes. En général, l'ostéopathie fait du bien, c'est-à-dire qu'après les séances, les gens en général vont mieux qu'avant, ce qui est quand même aussi une bonne nouvelle. Néanmoins, il semblerait que ça ne soit pas beaucoup plus efficace que des soins non spécifiques, c'est-à-dire des soins où on s'occupe des gens en les massant ou en s'occupant d'eux, sans avoir recours à des thérapeutiques qui sembleraient aussi sophistiquées que l'ostéopathie. Pour certains maux de dos, l'ostéopathie fait donc du bien, mais pas beaucoup plus qu'un massage. Pour l'ordre des médecins, c'est insuffisant pour en faire un traitement digne d'intérêt. Le contact, la capacité d'écoute, la palpation, tout cela crée une confiance et peut avoir un effet bénéfique, ne serait-ce que par cela. Après, on peut penser ce qu'on veut. Il y aura toujours des patients qui trouveront que le fait d'avoir une imposition des mains leur a fait grand bien, mais peut-être que nous sommes trop cartésiens et qu'on a plus de mal à suivre les théories développées par telle ou telle école d'ostéopathie. Il faut voir que quand on dit ça, c'est qu'on a vraiment une vision très occidentale de la santé, ou que forcément, un soin, quand quelqu'un est malade, ça doit être scientifique, ça doit correspondre à des choses biologiques, comme donner un médicament, ou faire une radiographie, ou faire une imagerie par résonance magnétique, etc. Ça, c'est le soin sérieux, et si on masse les gens, ou si on leur parle, ça serait pas sérieux, ça serait de la papillothérapie. Si vous faites du bien aux gens, si vous ne leur faites pas du mal, si les gens sont contents, pourquoi ne pas considérer que c'est un soin efficace? Les ostéopathes ont investi un terrain abandonné par des médecins trop pressés. Pendant leur séance de 45 minutes, ils offrent une écoute, un contact. Ils soignent finalement le corps comme l'esprit. Mais passer entre les mains d'un ostéopathe est-il vraiment sans danger ? Michael a 40 ans. Il souffre d'un dos fragile. 18 années comme ouvrier dans le secteur du bâtiment ont progressivement aggravé son état. On porte des charges lourdes, on est la moitié du temps, j'étais la moitié du temps seul sur les chantiers. Et en 2004-2005, j'ai eu les gros problèmes de dos, j'avais le dos coincé. Michael prend alors rendez-vous chez une ostéopathe recommandée par quelqu'un de son entourage. Les ostéopathes, il connaît déjà. Ces douleurs de dos récurrentes l'ont amené par le passé chez toutes sortes de praticiens. L'ostéo m'a dit détendez-vous, je vais voir exactement ce qui ne va pas. Donc elle m'a remis soi-disant des vertèbres. Je suis rentré à la maison et je suis tombé dans les pommes quoi. Et là le lendemain je lui ai retéléphoné parce que j'étais vraiment pas bien. Et donc elle m'a expliqué que en remettant les vertèbres, etc., que le corps se remet. Moi j'ai cru faire confiance. Et résultat, j'étais plus mal, 10 fois plus mal en ressortant. Que s'est-il passé pendant cette séance ? Une IRM passée quelques jours plus tard révélera l'apparition d'une hernie discale paralysante. Michael n'aurait jamais dû être manipulé. Il avait pourtant une totale confiance en l'ostéopathe. Pour moi, l'ostéopathe, c'est un médecin comme tout autre médecin. On a des problèmes de dos. Moi, j'estime, maintenant, j'estime que on tripote pas, entre guillemets, un dos n'importe comment, et n'importe où, etc. On demande au moins, je sais pas, des radios, un IRM, si bien sûr ils sont capables de regarder les IRM, s'ils savent regarder, quoi. Donc moi c'est fini, je fais plus confiance à ces gens-là, quoi. Alors, Michael, comment allez-vous? Depuis la dernière fois, ça c'est pas... J'ai de nouveau des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans la jambe droite et dans la fesse. Michael a par la suite été opéré par ce chirurgien, spécialiste du rachis.
Même s'il est difficile d'établir avec certitude le lien de causalité entre la fameuse séance d'ostéopathie et l'apparition de la hernie discale, les explications de ce médecin sont sans appel. On ne doit pas manipuler des vertèbres si un disque est abîmé. Cette hernie, il la préparait et on lui a fait faire un mouvement qui a déclenché tout le processus. En faisant déplacer les vertèbres les unes par rapport aux autres, on aggrave le problème, on peut déplacer des morceaux de disques qui sont plus à leur place, ils quittent l'espace intradiscal et se retrouvent dans le canal. C'est comme lorsque vous prenez un savon mouillé entre les mains, vous appuyez fort, le savon s'en va. C'est le même principe. Or, avec ses seules mains, sans imagerie médicale, un ostéopathe peut difficilement déceler les signes avant-coureurs d'une hernie discale. Pour le docteur Philippides, seuls les médecins peuvent établir ce diagnostic. Ils sont capables de reconnaître des problèmes de lombalgie pure ou un problème de compression neurologique. Et ensuite, ils peuvent aviser, ils peuvent ensuite orienter vers le patient, soit vers un rhumato pour manipulation, ou voire infiltration, soit vers la kinésithérapie, voire de l'ostéopathie. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent directement par les ostéopathes sans voir le médecin de famille. Voilà. L'exemple de Michael démontre que les gestes d'un ostéopathe ne sont pas sans risque. Pourtant, selon les études disponibles, les accidents très graves sont rarissimes. C'est ce que confirment les assureurs, les premiers à augmenter leurs cotisations si une profession est plus à risque qu'une autre. Jean Villanova est juriste à la Médicale. Sa société d'assurance couvre la majorité des ostéopathes en France. Le toucher d'un corps en souffrance est toujours quelque chose de dangereux. Ce n'est jamais anodin. Donc il y a effectivement des accidents, comme dans tous les domaines qui concernent le toucher du corps. Il semblerait que ces accidents restent malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, relativement sous contrôle en termes de fréquence et dans une certaine mesure aussi en termes de coût. Qu'est-ce que vous appelez sous contrôle? C'est-à-dire que les assureurs, eux, ne sont pas dans des schémas, si vous voulez, extrêmement prudentiels. On va majorer de façon très importante les cotisations ou prévoir des clauses restrictives, etc. Conséquence, les assureurs estiment à seulement 250 € par an la cotisation des ostéopathes pour assurer leur activité. À peine plus que ce que paient les kinésithérapeutes. Il n'y a donc pas plus de risque à aller voir un ostéo qu'un kiné. Pourtant, en 2007, le législateur a tenté d'encadrer les gestes des ostéopathes. Il est clairement stipulé, par exemple, qu'un ostéo ne peut manipuler un rachis cervical que si le patient a obtenu un certificat auprès de son médecin. Ça, c'est ce que dit le texte de loi. Dans les faits, les médecins ne délivrent pas de certificat. C'est même l'ordre des médecins qui les encourage à ne pas le faire. Sur le terrain, c'est donc une guerre de pouvoir qui se joue. Ils engagent leur responsabilité. Et s'il y a une manipulation de colonne cervicale et une complication, on pourra dire, mais oui, le médecin a dit que c'était possible. Or, le geste est réalisé par une autre personne. On ne voit pas pourquoi le médecin s'engagerait en disant il n'y a pas de risque de manipuler, puisque inéluctablement, même si a priori il n'y en a pas, rien ne dit qu'il n'y en aura pas. Pas de certificat délivré donc. Il n'empêche, dans leur pratique quotidienne, les ostéopathes ont recours à ces manipulations et s'en expliquent. Est-ce que vous pensez que vous allez renvoyer votre patient pour qu'il aille chez son médecin pour lui demander un certificat de non-contre-indication qu'il n'obtiendra pas? Donc, bien évidemment, pourquoi nous pratiquons ces actes et pourquoi nous n'avons pas de sinistralité? Parce que nous avons été formés pour faire des actes qui sont non traumatisants. Des soins non traumatisants, des accidents rares. Statistiquement, les ostéopathes ne sont donc pas dangereux. D'ailleurs, les usagers leur font confiance. 40% des Français sont déjà passés entre les mains d'un ostéo. Pourtant, les ostéopathes ne figurent pas dans le code de santé publique. Plébiscite d'un côté, exclusion de l'autre. Face à ce paradoxe, une question s'impose. Quelle place pour l'ostéopathie dans notre système de soins?
Sur toutes les plaques, un même titre, ostéopathe. En apparence seulement. Car derrière ce titre se cachent des réalités différentes. Tous les ostéopathes n'ont pas la même formation. D'un côté, les professionnels de santé, des kinésithérapeutes et des médecins, formés à l'ostéopathie. De l'autre côté, il y a ceux qui ne viennent pas du monde médical. Ils ont suivi une formation dans des écoles privées. On les appelle les ostéopathes ni médecins, ni kinés, sans réel statut. Une situation qui ne les satisfait pas. Nous sommes reconnus par différents éléments de la société, mais actuellement, l'administration fait la sourde oreille, parce qu'il y a des lobbies qui essayent de l'influencer. Ces lobbies, ce sont les kinés et les médecins qui pratiquent l'ostéopathie et ne souhaitent pas que les ostéopathes non professionnels de santé aient le même statut qu'eux. Les kinés et ostéopathes rêveraient que l'ostéopathie soit une branche de leur profession et que finalement on raye de la carte tous les gens qui ne pratiquent que l'ostéopathie. Les médecins, ou en tous les cas une partie d'entre eux, rêveraient que l'ostéopathie leur soit réservée et qu'il n'y ait que les médecins qui puissent pratiquer l'ostéopathie. Et les ostéopathes exclusifs que je représente rêveraient que pour devenir ostéopathe, il soit nécessaire de pratiquer l'ostéopathie exclusivement. Dans cette guerre de territoire, les ostéopathes ni revendiquent leur place. Ils voudraient intégrer le système de santé, mais ne pas devenir des auxiliaires médicaux. Pour eux, les patients doivent continuer à venir les voir directement, sans passer par le médecin de famille. En clair, ils souhaitent être sur un pied d'égalité avec les médecins. Il n'est pas possible qu'on soit profession médicale parce que les médecins, les dentistes ne voudront pas de nous dans la catégorie des professions médicales, ça me paraît assez clair. Il n'est pas possible que nous soyons auxiliaires médicaux parce que qui dit auxiliaires médicaux voudrait dire passage obligé par le médecin pour venir chez l'ostéopathe, ce qui n'est pas possible. Et donc il faut bien raisonner autrement. Alors nous, on serait ni dans l'un ni dans l'autre, on serait dans une autre catégorie qui serait un 5e livre des autres professions de santé. Un nouveau livre, soit un nouveau chapitre dans le Code de santé publique qui définirait donc un nouveau type de profession de santé. Avec ce statut à part, les ostéopathes ni pourraient exercer dans un cadre officiel, avec un code de déontologie, un haut conseil, voire un diplôme d'État. Une perspective qui fait bondir les kinésithérapeutes. Je crois qu'à un moment, il faut quand même que les ostéopathes se disent tout simplement, si je veux devenir une profession de santé, il n'y a pas deux voies. Je passe les concours médecine, kiné, je suis dentiste, et je deviens une profession de santé à part entière. Vous allez expliquer à des jeunes, par exemple, pour faire médecine, vous avez une sélection qu'une sélection draconienne. Et de l'autre côté, pour avoir le même titre, il suffit d'avoir le bac et on s'inscrit dans une école. Vous allez expliquer ça à des jeunes ? Non. Moi, je pense, pour une profession, là aussi, il faut avoir de la visibilité. Et la visibilité, il faut être capable, il faut être courageux, je dis à un moment, il faut être capable de dire, pour une même profession, effectivement, il y a des critères, et ces critères, pour tout le monde, pareil. Un seul titre, plusieurs professions. Difficile d'imaginer une entente possible dans cette bataille de corporations, où chacun campe sur ses acquis. Mais en l'absence de réglementation, la situation se dégrade. La profession d'ostéopathe semble être victime de son succès. Le politique Yves Bure, spécialiste des questions de santé publique, s'en inquiète. Aujourd'hui, on est confronté au fait que cette profession attire beaucoup de jeunes qui peut-être n'ont pas la possibilité d'entrer en faculté de médecine où les niveaux de concours sont tellement élevés, on est recalé avec un 13 de moyenne. Et donc, il y a là, je dirais, une nouvelle filière qui s'est présentée. Avec naturellement, derrière cela, des écoles multiples qui se sont ouvertes. Je crois qu'il y en a plus d'une 50aine en France. Je crois qu'on peut parler d'un véritable business. Un business, le mot est lâché. La reconnaissance en 2002 du titre d'ostéopathe a en effet ouvert un marché, celui de la formation. En 10 ans, les écoles privées d'ostéopathie ont littéralement proliféré. D'un établissement à l'autre, le niveau et la durée des études ne sont pas les mêmes. Ce qui ne change pas en revanche, ce sont les frais de scolarité, presque aussi élevés que ceux d'une école de commerce. Même si elles sont chères, ces formations attirent les bacheliers.
Chaque année, plus de 2000 jeunes sortent diplômés. Mais y a-t-il encore de la place pour tout le monde ? Diplômée depuis 2 ans, Florentine s'est récemment installée dans une petite commune de la région lyonnaise. Pour orienter son choix, elle a fait une étude de marché. C'est sur un site sur internet où j'ai pu trouver combien il y avait d'habitants dans les différentes communes alentours, savoir un peu l'âge de la population, les revenus moyens par habitant. Et à partir de là, j'ai regardé s'il y avait aussi des ostéopathes dans le coin. Car à 25 ans, Florentine en est déjà à sa 2e tentative d'installation. À peine sortie de l'école, elle a ouvert un premier cabinet dans une petite ville plus importante. Au bout de quelques mois, faute de patients, elle a dû mettre la clé sous la porte. C'est désormais une obligation pour les jeunes diplômés, s'éloigner des grandes villes pour cibler les rares endroits où il n'y a pas encore d'ostéopathe. Donc là, ce bas du dos, vous m'avez dit, ça commence à tirer, une douleur vraiment en barre. Voilà, au niveau des reins. Aujourd'hui, Florentine reçoit une jeune femme enceinte. Mais ce sera la seule patiente de la journée. Difficile de se faire connaître, difficile de gagner la confiance. Dans cette petite commune de 2000 habitants, les patients ne se bousculent pas. Si on multiplie au moins peut-être, je sais pas, 150 étudiants par promotion, multiplié par le nombre d'écoles en France, c'est bien de prendre peut-être du monde, mais est-ce qu'il y a de la place pour nous tous après ? C'est peut-être ça la question la plus importante. Le but, c'est qu'on ait du travail. Si l'ostéopathie a pu être un Eldorado, cette époque est révolue. La déception est grande aussi pour Kevin, le compagnon de Florentine, jeune diplômé comme elle. D'autant qu'il a dû contracter un emprunt pour payer son école d'ostéopathie. On n'a pas une journée remplie comparé à d'autres ostéopathes qui sont là depuis longtemps, donc on va avoir moins de patients, donc c'est sûr qu'on va avoir des revenus moins importants. Et en plus, à côté de ça, il faut payer l'école maintenant qu'on l'a terminé. Moi, je m'attendais peut-être pas que ça soit si difficile en sortant de l'école. On nous a dit, voilà, maintenant c'est plutôt 5 au lieu de 3 ans pour faire qu'il y ait assez de patients, que ça tourne. Je pensais pas que ça serait si dur. Voilà, on se rend compte, c'est tous les jours, on repart, chaque mois on repart à zéro. On ne sait pas ce qui va passer un petit peu le mois d'après. Il faut que les choses, c'est sûr, continuent à progresser. Une précarité qui touche désormais beaucoup de jeunes diplômés. L'ostéopathie est-elle en train de devenir une voie de garage ? Si la tendance ne s'inverse pas, le nombre d'ostéopathes en France aura doublé d'ici quelques années pour atteindre le seuil critique d'un ostéopathe pour 2500 habitants. Mais la foire d'empoigne est déjà là. Dans ce marché de l'ostéopathie mal réglementé, chacun tente de tirer son épingle du jeu. Pour se faire connaître, certains praticiens vont tout bonnement brader leurs séances sur des sites internet. Quand d'autres affichent philosophie New Age et spiritualité pour être plus vendeurs. Pour cette représentante des médecins ostéopathes, la limite est franchie. On ne peut pas partir tout azimut et faire de la pseudomédecine, la patamédecine, et puis partir sur des choses ésotériques, comme remonter la vessie, retourner le foie, ou bien dire qu'il y a le chakra, au yin et le yang, puisque maintenant, effectivement, tout le monde s'improvise, fait un peu du tout et n'importe quoi pour essayer d'accrocher. Pour nous, l'ostéopathie, c'est une médecine, c'est une discipline médicale, c'est pas un commerce. On n'a pas le droit de brader, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Et puis la dernière chose qu'il faut surtout pas oublier, ce sont les patients. Des guerres corporatistes, un marché juteux et des dérives mercantiles. Le constat paraît sans appel. Pourtant, des initiatives montrent que l'ostéopathie peut trouver sa place et de médecine parallèle devenir complémentaire. On va dire donc, on a une douleur. En Avignon, le docteur Bonneau anime un séminaire de formation aux techniques ostéopathiques. Son public, des médecins et des kinésithérapeutes. L'ostéopathe, lui, va rechercher la restriction de mobilité en testant chaque niveau, alors que nous allons rechercher bien sûr la restriction de mobilité, mais nous allons rechercher la douleur. Et comment on recherche la douleur ? Par la pression axiale de l'épineuse. Médecin du sport, Dominique Bonneau s'est depuis longtemps intéressé à toute forme de thérapie manuelle.
Il a observé les gestes des rebouteux, étudié les techniques de l'ostéopathie, agrandissant ainsi sa boîte à outils thérapeutique. Je vais utiliser dans les différentes armes thérapeutiques ou possibilités thérapeutiques que me propose la médecine, soit les médicaments, soit la chirurgie, soit une thérapie manuelle. Pour moi, en fait, tout cela, c'est de la thérapeutique manuelle. C'est uniquement une solution thérapeutique que tout professionnel de santé devrait connaître et avoir à sa disposition pour mieux soigner les patients. Monsieur, avec votre tête, repoussez ma main en arrière, bloquez la respiration. Je compte jusqu'à 6. Lâchez souffler. On le laisse souffler. Dominique Bonneau a débarrassé l'ostéopathie de ses bases théoriques qu'il juge archaïques. Il en a retenu des techniques argumentées et ciblées, des gestes précis qui ne laissent pas de place à l'interprétation. Un langage commun à ces professionnels de santé, médecins et kinés. Avec l'approche médicale de l'ostéopathie, on démystifie toute cette approche. Il y a pas du tout de magie, c'est quelque chose qui est reproductible, qu'on peut enseigner, que différents praticiens qui vont examiner un patient vont retrouver les mêmes symptômes et pourront proposer un traitement. Donc il n'y a absolument rien de magique, c'est assez carré au contraire. Allez, c'est parti, on fait la première en un seul temps. Pour ces professionnels de santé, l'ostéopathie pourrait donc tout à fait trouver sa place en complémentarité de la médecine, à condition de ne pas être pratiquée en dehors d'un cadre médical. Pour moi, il faut parler de médecine convergente, non pas de médecine parallèle. Et il faut que l'on puisse parler du même diagnostic. Et il faut que ce diagnostic soit précis, transmissible et reproductible. Il faut que l'ostéopathe, il a des très bonnes techniques, mais qu'il intègre sa technique dans un contexte médical. Maintenant, si on veut garder son pouvoir, on va dire non. Il n'y a que le diagnostic ostéopathique, il n'y a que le diagnostic médical. À écouter ce médecin, il est donc possible de faire fi de ces querelles de clocher. Médecins et ostéopathes peuvent trouver un terrain d'entente. En un mot, collaborer. Direction Châteauroux et son club de football. Ces joueurs professionnels doivent assurer une quarantaine de matchs par an. Dans le sport de haut niveau, les blessures sont fréquentes. Le corps est constamment sollicité, nécessitant un suivi médical quotidien. Johan ne s'entraîne pas avec les autres. Il souffre depuis quelques jours d'une contracture des adducteurs. La veille, il est passé entre les mains de l'ostéopathe du club. Il le retrouve aujourd'hui pour une deuxième séance. Comment tu vas? Ça va bien. Ouais. Laurent Crouzal est kiné-ostéopathe. Depuis 2 ans, son travail en ostéopathie est intégré au suivi médical des joueurs. Là, je revérifie un peu ce que j'avais travaillé hier pour voir si ça bouge toujours ou si c'est à nouveau restreint en mobilité. Donc si ça bouge, c'est que la correction a tenu. Voilà, même le péroné qui était restreint en mobilité bouge tranquillement. Pour les joueurs du club, les bénéfices de ce travail ostéopathique sont incontestables. Des fois, j'ai quelques tensions dans le dos, des petits problèmes un petit peu articulaires au niveau des chevilles, tout ça, et ça me permet de remettre en place pas mal de choses. Ce qui me permet de m'entraîner le plus souvent possible, quoi. Sur cette saison-là, j'ai quand même fait presque 40 matchs dans la saison, donc ça commence à faire. Et je pense, oui, que le staff médical, l'ostéopathe, enfin, c'est grâce à eux, quoi, cette saison pleine. Parce que je pense qu'on a su éviter certaines blessures. Ici, l'ostéopathe travaille en étroite collaboration avec le médecin du club. Le bilan, ça donnait quoi, alors, en ostéo? Donc, il y avait des restrictions une restriction de sacro-iliaque à droite, des restrictions d'astragale à droite aussi, et de péroné à droite. D'accord. Examen ostéopathique pour l'un, examen médical pour l'autre. Ça te fait mal ou pas? Ça va. Ça réveille pas la douleur? Non, ça va. D'accord. Ok. Bon, c'est plutôt bon, hein, Laurent. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça semble bien. Je pense qu'on pourrait le faire trottiner aujourd'hui ou faire du vélo, hein, pour le préparer pour le match de vendredi. D'accord. Un coach. Ouais. Tu peux jouer au mois de décembre. Au mois de décembre, il pourra jouer. Décembre l'année prochaine. Au final, c'est le médecin qui prend les décisions. Il y a quelques jours, un défenseur s'est blessé au genou.
c'est le médecin qui lui a prescrit une IRM. C'est lui encore qui établit le diagnostic et le traitement. Maintenant qu'on est déjà à quelques jours du problème aigu, je pense que tu peux peut-être commencer à le prendre en charge tout de suite. Ouais. Dans cette équipe, l'ostéopathe vient donc en complément, comme un auxiliaire médical, mais pas seulement. Pour la prise en charge des sportifs de haut niveau, c'est indispensable d'avoir des compétences d'ostéopathe. Parce que je dis, l'ostéopathe par rapport au kiné est plus dans la prévention, dans le préventif que dans le curatif. Et c'est ce qui m'intéresse dans les compétences de Laurent, c'est voir le sportif dans sa globalité. Quand on est blessé à un genou, moi ce qui m'intéresse, c'est pas voir que le genou, mais ce qui m'intéresse, c'est que mon kiné ostéo justement voit le sportif dans sa globalité, s'il y a un déséquilibre du bassin, s'il y a un déséquilibre au niveau de la cheville, etc. C'est toujours intéressant de parler. Je pense qu'il faut, c'est fini l'image du vieux médecin dans son coin. Voilà, non, il faut voir un peu maintenant dans sa globalité, surtout un travail d'équipe. Ce qui est important, c'est le travail d'équipe. Intégré à une politique de prévention, le suivi ostéopathique des joueurs de Châteauroux a permis en 2 ans de diminuer radicalement le nombre de blessures. Investir dans l'ostéopathie, c'est donc à terme un bénéfice économique pour le club. Moins de blessures, c'est moins de joueurs sur le banc de touche. Cette complémentarité réussie entre médecine et ostéopathie est pour l'instant le résultat d'initiatives individuelles. Mais le succès populaire de l'ostéopathie pousse de plus en plus de médecins à s'ouvrir à ce type de soins manuels, remettant en question la suprématie de la médecine conventionnelle. Si nos concitoyens vont voir des ostéopathes, c'est que quelque part, les réponses que l'on apporte, nous, médecins traditionnels, ne sont pas convaincantes à 100%. Donc ça engage aussi une remise en question de la médecine somatique traditionnelle. Les gens doutent maintenant du système de santé, doutent, je dirais, de la sécurité du médicament, redoutent les effets secondaires et sont en recherche de quelque chose de plus naturel, se faire manipuler, je dirais, avec les mains. Hein. Tout ça, je crois que ça fait partie d'une demande des patients et je pense un des défis de la médecine d'aujourd'hui, c'est d'apporter une réponse à cela. Les ostéopathes ont pris une place laissée vacante dans le monde de la santé. Ils ont gagné la confiance du public, qui loue les bienfaits de leurs gestes, et ont acquis une reconnaissance dépassant l'effet de mode. Mais pour exister pleinement dans le champ médical, la profession va devoir s'organiser. Réduire le nombre d'écoles privées pour limiter l'arrivée des ostéopathes sur le marché, et faire évaluer sa discipline par des études scientifiques. Alors, seulement, d'indispensables aux yeux des patients, les ostéopathes deviendront aussi légitimes aux yeux des soignants. Voilà, retour sur le plateau de cette enquête de santé consacrée à l'ostéopathie. Vous l'avez compris en visionnant ce film qu'il y a beaucoup de questions soulevées par cette pratique. On va essayer de répondre à tout ça avec nos invités qui sont avec nous, qui nous ont rejoints. Patricia Bertram, qui est masseur kinésithérapeute. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, le docteur Roger Parot, chirurgien pédiatre orthopédiste. Bonsoir. On vous a vu dans le document. Docteur Dominique Bonneau, qui est spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Philippe Sterlingo, président du syndicat français des ostéopathes et également donc ostéopathe. Bonsoir. On l'imagine bien quand on voit ce document et quand on vous voit avec vos compétences particulières tous ici, que vous n'êtes pas forcément d'accord les uns avec les autres. Est-ce que déjà, d'un oui ou d'un non, vous pouvez me dire si un jour vous pensez que vous pourrez collaborer en bonne entente les uns avec les autres? Vraiment d'un oui ou d'un non, après on va passer aux questions. Alors, par rapport à ce qu'on voit dans le film, je dirais non, tout simplement, parce que les critères actuels de la médecine sont assez exigeants en matière de science et je pense que ça ne correspond pas à ce que l'ostéopathie propose en vérité. Non pour vous. Collaboration, elle existe déjà entre les professionnels de santé. En bonne entente, je dis. En bonne entente, oui, tout à fait. On y arrivera forcément, il faudra à terme il faudra y arriver. Oui, parce que le législateur a bien prévu qu'il y avait un cadre bien défini pour la profession des ostéopathes, donc ils sont très encadrés et je pense qu'ils vont trouver leur place. Philippe Sterlingo.
Oui, bien évidemment, parce que dès que la recherche va progresser, qu'on va comprendre comment l'ostéopathie fonctionne, les résistances encore présentes aujourd'hui dans le monde de la médecine vont progressivement évoluer. Donc, bien sûr, sans conteste. Il y a des choses qu'il faudra nous expliquer, même si on n'arrive pas à les expliquer. L'onde fluidique, on va y revenir. Là, personnellement, j'ai pas compris. Mais cela dit, c'est pas vous qui avez dit ça. Hein. On va y revenir. C'est quand même un ostéo et un prof d'ostéopathie. On a une idée assez, pour ceux qui ne sont jamais allés voir un ostéopathe, l'idée c'est que quand on va voir un ostéopathe, ça doit craquer les os. C'est une question qu'on a. Est-ce que pendant une séance d'ostéo, le praticien doit ou non faire craquer les os? Est-ce que c'est un gage d'efficacité? Non, absolument pas. En fait, mais en quelques mots, si vous voulez bien, il faut expliquer ce que c'est que l'ostéopathie, parce que ça me semble être un préalable indispensable. Intéressant. L'ostéopathie, d'abord, c'est une médecine manuelle. Les ostéopathes ne travaillent qu'avec leurs mains. Avec leurs mains, le corps bouge, les organes bougent, les articulations, les muscles, les ligaments bougent. Et avec ses mains, l'ostéopathe, il cherche toutes les zones où les organes, etc., ne bougent plus bien. Donc il identifie des pertes d'élasticité, restrictions de mobilité, a dit M. Pedway. Et avec ça, cette information-là, il examine le patient dans sa globalité et il cherche toutes les zones dans l'organisme qui ne fonctionnent pas bien, qui ne mobilisent pas bien. Et à partir de là, il cherche à comprendre quelles sont les interrelations entre les différentes zones du corps et qui peuvent expliquer, une, deux ou trois, le motif de plainte du patient. Donc c'est une médecine vraiment globale. Ce qui fait que l'ostéopathe, face à une douleur du bas du dos, par exemple, il peut être amené à traiter l'entorse de cheville mal soignée d'il y a 10 ans, l'accident de voiture qui a laissé un peu de séquelles au niveau du rachis cervical il y a 5 ans. En fonction d'une plainte du patient ou même pas? L'objectif est de répondre à la plainte. Oui, mais... Maintenant, si la plainte elle est lombaire, mais que la cause elle vient de la cheville parce que le patient a une petite boiterie qui sollicite le bassin en permanence et que finalement ça retentit sur une douleur lombaire, la solution elle sera à la cheville. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'ostéopathie. Oui. Pour s'occuper de tous ces problèmes de mobilité et de douleur, l'ostéopathe il a une boîte à outils. Donc il y a plein d'outils dans sa boîte à outils. Il y en a qui font crack, peu. Et puis il y en a plein qui ne font pas crack, qui sont tout aussi efficaces. Et le praticien il choisit les outils en fonction du type de patient, du type de plainte du patient. Enfin, il s'adapte au patient. Donc ce n'est pas un gage d'efficacité. On comprend bien ce que vous dites, parce qu'en fait, finalement, le corps, c'est une chaîne musculaire aussi. On peut avoir un problème ou de cheville ou de cou et avoir un retentissement dans le bas du dos. Ça, c'est clair. Vous avez dit dans le documentaire, Dr Bonneau, qu'une maladie pouvait être liée à la réduction de mobilité d'une articulation. On a un peu plus de mal à comprendre comment. Et c'est ce qu'on voit dans le doc avec le pédiatre, là, qui manifestement, la jeune fille là, qui a du mal à comprendre comment on peut avoir un reflux gastrique par le foie qui bouge chez un bébé. Dans le thorax. Dans le thorax. Quoi? Le foie? Oui. Il était dans le thorax, le foie? Oui. Ah bah, j'en ai encore plus de mal à comprendre alors. Mais là, on a du mal à comprendre le lien entre les articulations qu'on fait bouger et puis des organes qui sont au milieu de l'abdomen. Je définissais le principe de l'ostéopathie, ce n'est absolument pas du domaine de la médecine. Mais c'est pour continuer ce que vient de dire M. Sarlat. Il faut simplement savoir que Andrew Taylor Still était d'abord médecin. Donc il faut savoir que d'abord l'ostéopathie est avant tout médicale, c'est une école de médecine. La deuxième chose, c'est qu'elle a été mise en échec pour ses enfants par les thérapeutiques conventionnelles de l'époque. Et c'est là qu'il a commencé à se poser la question que, comme il était, tout le monde a tendance à l'oublier, il était avant tout bone setter, c'est-à-dire c'était un rebouteux. Il a été formé au rebouteux anglo-saxon, donc il connaissait cette technique de mobilisation articulaire et il a échafaudé cette théorie comme quoi une maladie était due à la restriction d'un mouvement des os, des articulations ou des organes. Il a échafaudé ça à une époque où on n'avait ni IRM, ni scanner, ni radio, ni rien du tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à tenir ce discours qu'un problème d'articulation qui est peu mobile peut avoir un retentissement sur un organe digestif, par exemple? Non. Non, c'est fini tout cela. Maintenant, on comprend comment cela fonctionne. On sait très bien que... C'est fini pour vous, mais pas pour ceux qui, de temps en temps, disent aux patients vous avez un problème d'estomac, c'est que vous avez un problème sur une... On va vous bouger une articulation. Le point fondamental, c'est la médecine expérimentale. On observe un fait, on analyse avec les données actuelles de la science et on échafaude des hypothèses. Or, actuellement, tout ce qu'on est en train de vous parler sur l'ostéopathie remonte au 19e siècle, à l'époque où Pasteur se posait la question de savoir d'où venait la fermentation du vin. Et les micro-organismes n'étaient pas connus. C'est totalement faux. On connaît maintenant les capteurs, les récepteurs, les actionneurs, les neuromédiateurs, on sait comment fonctionne tout cela. Donc, toutes les théories ostéopathiques actuellement sont en train progressivement de complètement tomber en désuétude. Actuellement, quand on analyse cela, comme je dis, avec les données actuelles de la science, on est en train de tout repenser. Et c'est pour ça que je propose, plutôt que de parler d'ostéopathie, qui est un terme ancien, de parler de thérapeutique manuelle. Un médecin doit utiliser toutes les techniques possibles pour traiter son patient, à partir du diagnostic qu'il a posé.
Pascal nous demande s'il y a des contre-indications en cas d'arthrose. Alors on pense évidemment à l'arthrose vertébrale, puisque c'est là qui peut éventuellement présenter des risques, puisque la moelle et les nerfs sont au milieu. Est-ce qu'il y a des contre-indications en cas d'arthrose? Est-ce que vous avez vu, en tout cas dans votre expérience, puisque c'est... Pour le docteur Parot, il y a des contre-indications à tout. Non, mais Tout est contre-indication à non, c'est à peu près ça. Ouais. Bon, alors, enfin, en tout cas, en cas d'arthrose. L'arthrose, c'est pas mon domaine, étant donné que je m'occupe des enfants, oui. Donc j'en vois pas beaucoup avec de l'arthrose. Mais vous occupez quand même d'ostéopathie. Mais il y a des contre-indications à l'ostéopathie. Je crois qu'il faut revenir un petit peu sur ce qui a été dit avant, c'est absolument capital. C'est vrai qu'à l'éclairage scientifique actuel, l'ostéopathie n'a quasiment plus raison d'être par rapport à ces théories d'Ando Taylor-Still qui, a priori, n'a pas fini ses études de médecine, il me semble. Donc n'était pas un véritable médecin, mais à l'époque, la notion de médecin n'était pas la même que celle d'aujourd'hui, et qui avait une expérience surtout de terrain, mais qui a échafaudé petit à petit des théories. Et la première fois que Still s'est installé, il était quand même guérisseur magnétique. Et à partir de là, il a quand même échafaudé toutes des théories, il s'est adapté. Il fut un moment même où il refusait l'existence des microbes. Donc, mais les concepts de l'ostéopathie ont quand même évolué. Enfin, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas tout à fait les mêmes théories. Mais on reste quand même sur une notion qui est encore pas prouvée dans l'état actuel des connaissances médicales, c'est que les maladies sont liées à un dysfonctionnement du squelette. Ça, faut le prouver. C'est toujours pas fait. C'est ce qu'on disait. Alors, juste l'arthrose, c'est une contre-indication, pas une contre-indication? C'est une contre-indication relative en fait à certaines techniques. Vous n'allez pas faire craquer le cou d'un patient de 70 ans qui est perclus d'arthrose. Par contre, et comment vous savez qu'il est perclus d'arthrose? Puis vous êtes, aucun ostéopathe ne fait ça? Ah, je crois que des ostéopathes bien formés, on peut en parler si vous voulez. On parlera d'information après parce que c'est un sujet central en fait dans la profession. Voilà, absolument. Non, un ostéopathe bien formé. Alors, comment est-ce qu'on voit l'arthrose d'une part? Parce que souvent on a des radios, et puis à la palpation, on sait très vite qu'on a un rachis arthrosique. Et chez ce patient-là, bien évidemment, on ne va pas faire la même technique que chez le rugbyman. Bon voilà. Et à partir de là, c'est une contre-indication relative. Par contre, le patient cervical arthrosique, donc avec une belle arthrose cervicale qui souffre, qui a des maux de tête sur l'occiput, qui a des vertiges, etc. Ce patient-là, je peux vous dire que gentiment, tranquillement, on va lui faire un grand bien. Patricia Bertram, vous êtes donc masseur kiné. Vous travaillez donc sur prescription médicale le plus souvent, donc avec des médecins qui en général ont vu des radios, ont demandé des radios, etc. avant. Est-ce que vous envisageriez de pouvoir faire ce que vous faites, avec vos mains aussi, parce que les masseurs kinés travaillent aussi avec leurs mains, sans qu'il y ait eu un avis médical en amont? Ça nous arrive de fait. Le problème, en fait, c'est que quand on parle d'ostéopathie, on parle d'un terme générique. Il faut savoir de quelle technique précisément on parle. Et il est clair que toutes les techniques ne sont pas structurelles, c'est-à-dire que toutes les techniques ne supposent pas de mobilité forcée articulaire ou ostéo-articulaire. Et par conséquent, dans la mesure où on a une action douce qui ne met pas en danger le squelette, de toute façon, sans avoir de feu vert ou de contrôle radiologique, je veux dire, on ne met pas en danger le squelette du patient. Donc à partir de là, on peut tout à fait travailler en thérapie manuelle sans pour autant prendre de risques et générer de dégâts sur le patient. Julien nous demande s'il y a plus de chiropracteurs que d'ostéopathes. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'il n'y a pas que les chiropracteurs et les ostéopathes qui utilisent des thérapies manuelles. Donc on va faire le point tout de suite avec Benoît qui va nous rejoindre et bien repréciser qui fait quoi parce que c'est le moment. Benoît. On va essayer en tout cas. Alors on va commencer par les plus nombreux, les masseurs kinésithérapeutes. Ils sont 70 000 en France. Devenir kiné passe par l'obtention d'un diplôme d'État délivré après 3 années d'études, précédé la plupart du temps d'une première année à la fac de médecine. Le concours d'entrée est soumis à un numerus clausus et le kinésithérapeute rééduque et soulage la douleur grâce à des massages et des exercices que l'on répète souvent sur plusieurs séances. Côté statut, les kinés sont ce qu'on appelle des auxiliaires médicaux. La grande majorité des séances se font sur prescription d'un médecin. Elles sont dès lors prises en charge par l'assurance maladie. Passons rapidement sur les ostéopathes, puisqu'ils sont au centre de notre soirée. Ils sont 17 000. Le titre d'ostéopathe est reconnu depuis 2002, mais le statut de la profession reste flou. Les formations sont disparates, chères, on y reviendra tout à l'heure. Une séance d'ostéopathie coûte entre 40 et 80 € et elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Très populaire aux États-Unis, une autre profession, c'est celle des chiropracteurs. Alors les chiros, ils sont beaucoup moins nombreux en France, ils sont 700.
La chiropratique a le même statut que l'ostéopathie, mais elle diffère dans la prise en charge du patient. Le chiro va s'intéresser à une zone très spécifique, la colonne vertébrale et ses articulations périphériques. Et le chiropracteur peut avoir recours à des instruments particuliers comme des tables articulées. Et comme pour l'ostéopathie, il n'y a pas de prise en charge des séances par l'assurance maladie. Et les théories à la base de la chiro n'ont pas été éprouvées scientifiquement. Et puis il faut parler aussi de l'éthiopathie. C'est un très proche parent de l'ostéopathie et de la chiropratique. On ne va pas entrer dans les détails ici. Il s'agit d'une discipline non reconnue en France, mais qui a ses propres écoles tout de même. Elle a été créée dans les années 60. Elle se veut la descendante moderne des techniques de reboutage. Eh bien, les rebouteux, puisqu'on en parle, les voici. Il s'agit là d'un savoir-faire, d'une tradition plutôt ancrée dans les campagnes. Ils n'ont pas de formation académique. Pour les uns, c'est un don. Pour les autres, je vous le disais, un savoir-faire transmis de génération en génération. La pratique n'est pas réglementée. Et un rebouteux honnête ne se fait généralement pas rémunérer. D'ailleurs, il risquerait alors une condamnation pour exercice illégal de la médecine. Merci Benoît, puis bravo, vous avez bien réussi à vous amuser avec notre nouvel écran. Docteur Bonneau, les rebouteux, vous les connaissez bien, vous les avez fréquentés dans le sud de la France, vous êtes même allé les voir pour apprendre des choses. Il y en a de plus en plus, de moins en moins. Ils sont un peu en concurrence avec les ostéos aussi? C'est assez constant le nombre. En fait, les rebouteux sont souvent des gens qui ont le gaoubi, le doigté de famille, et qui le développent. Ce sont des gens qui sont surtout intéressés par tout ce qui est musculaire. Ils vont chercher les fameux nœuds. C'est pour ça qu'on les appelait au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les renoueurs, parce qu'ils enlevaient les nœuds, et ils agissent sur le muscle, plus que l'articulation. Mais certains, notamment dans les pays plus montagneux, où il y avait des moutons, où ils étaient amenés souvent à remettre les os face à face, on les appelait aussi justement les rabilleurs et les rebouteux, parce qu'ils remettaient bout à bout. Et là, parfois aussi, ils agissent sur les différentes luxations. Voilà, tout à fait. Mais ce sont vraiment le rebouteux, essentiellement, c'est le muscle. On verra tout à l'heure évidemment sur la formation des ostéopathes parce que c'est un problème absolument essentiel et sur la reconnaissance parce qu'on verra que dans certains pays ça n'est pas reconnu par l'État, notamment par exemple en Allemagne, pas très loin de chez nous. On va continuer sur les indications quand même de l'ostéopathie parce que ça vous préoccupe. Mila demande si ça peut être une solution aux souffrances psychiques comme les troubles du sommeil, l'agitation, la fatigabilité. Et j'ajouterais par quel mécanisme dans ce cas-là? Est-ce que ça peut être une solution? Alors là, je serais beaucoup plus prudent. Troubles du sommeil, état très stressé. S'il y a un substrat mécanique dans l'organisme avec des régions de la colonne vertébrale, profondes de la colonne vertébrale, qui sont tendues, alors oui, l'intervention ostéopathique peut apporter une relaxation, une libération. Maintenant, s'il y a un problème psychologique à côté, c'est pas notre boulot, c'est le travail du psychologue, du psychiatre, peu importe, mais voilà, donc il faut bien distinguer les choses. La rééducation périnéale peut-elle être faite avec un ostéopathe? On va aller plus loin parce qu'il y a des ostéopathes, alors que c'est strictement interdit, font des touchés vaginaux, des touchés rectaux, et de toute façon la rééducation périnéale passe aussi par de la rééducation à partir souvent de touchés vaginales ou d'instruments introduits. Il y en a qui le font, vous le savez, alors que c'est strictement interdit. Alors, je ne parlerai pas de rééducation périnéale. Ça, c'est le travail des kinésithérapeutes. Parlons des touchés rectaux et des touchés vaginaux faits par des ostéopathes. Les touchés rectaux, en général, sont faits pour... C'est une question qu'on a, Géraldine. Est-ce qu'il est normal qu'un ostéopathe utilise la manière invasive par le vagin pour le traitement de l'infertilité? Alors, on reste dans les touchés. Oui, parlons des touchés. Les touchés rectaux étaient traditionnellement utilisés en fait sur les blocages du coccyx. Une chute sur les fesses, le coccyx remonte, douleur aiguë au bout dans le pli des fesses. Et traditionnellement, effectivement, depuis fort longtemps, on corrigeait les coccyx par toucher rectal. La loi l'interdit, le décret l'interdit depuis 2007. Donc maintenant, je crois que de plus en plus d'ostéopathes ont compris que c'était interdit et sont en train d'aménager leur technique pour faire autrement. Les touchés vaginaux visent à rendre une mobilité au col de l'utérus, à l'utérus, ses annexes, en fait l'ensemble des organes du plancher pelvien. Et ça peut être utile soit dans les infertilités, mais alors là il faut être extrêmement prudent parce que c'est un champ extrêmement compliqué et je ne serai pas très revendicateur là-dessus. En revanche, on a un tas de patientes qui ont des douleurs lors des rapports sexuels, par exemple, où là, ça donnait d'excellents résultats. Maintenant, cette technique est aussi interdite, et les ostéopathes sont en train de s'adapter et de s'inventer de nouvelles techniques qui permettent de ne plus faire de toucher vaginaux. C'est interdit depuis 2007, on est en 2013 bientôt, il vous a fallu 6 ans pour il y a des sites où c'est encore recommandé, où c'est tout à fait dans les pratiques. On voit encore des ostéopathes qui le font, ils prennent leurs risques, ils ont un risque à 2 niveaux. Raisonnablement, dans 5 à 10 ans, je pense que tout le monde saura faire autrement. Roger Parot, d'abord, ça vous
Ça vous parle? Oui, je suis très surpris. Alors, il y a des questions importantes qui sont posées. Est-ce que l'ostéopathie est indiquée dans telle ou telle maladie? Alors, il y a quelque chose de très important qui a été dit dans le reportage, c'est essentiellement ce fameux rapport de l'INSERM, unité 66, qui fait une analyse de la bibliographie mondiale sur l'efficacité des pratiques ostéopathiques. La conclusion, elle est absolument extraordinaire. Et si on en fait une analyse, comme ça a été fait par le professeur Coste de Descartes, il dit bien à la fin qu'il y a, aux yeux de cette étude, aucune indication dans aucune maladie à faire des pratiques ostéopathiques. Il dit que le fait de s'occuper des gens est déjà le plus important. Oui, mais ça c'est la base des métiers qui ont... Sauf que c'est ce que la médecine ne prend pas. Perrine Dutreuil, à la fin de son commentaire, disait que les ostéopathes avaient occupé une place laissée vacante par les médecins. Si les médecins s'occupaient plus de leurs patients, les ostéopathes... 100% d'accord. Donc la montée en puissance du phénomène ostéopathique, il amène à balayer devant sa porte et à prendre en considération des insuffisances de la médecine qui sont probablement des insuffisances relationnelles, organisationnelles. Et il est bien évident que si la médecine était parfaite, il n'y aurait aucune place aux pseudo-médecines, quelles qu'elles soient, que ce soit ostéopathie ou biologie totale ou toutes les médecines qui gravitent autour de ça. Non, enfin, c'est un discours qui me paraît. Je trouve que c'est un discours qui me paraît un petit peu manichéen et comment dire, on a trop d'exemples dans nos pratiques respectives pour savoir qu'à un moment donné, heureusement qu'on peut avoir recours à des techniques de thérapie manuelle pour solutionner en fait des conflits ostéo-articulaires, des tensions. Le dernier argument que j'aurais envie de donner, c'est que même les vétérinaires maintenant se mettent à la pratique ostéopathique et je ne veux pas croire que ce soit parce qu'on passe du temps avec un cheval qu'il se sent mieux après. Donc je veux dire, il y a quand même une réalité technique qu'on ne peut pas, je veux dire qu'on ne peut pas dénigrer. C'est la même problématique que pour l'homéopathie. On dit qu'on donne de l'homéopathie aux animaux et qu'ils vont mieux, et pourtant, voilà, ils ne sont pas convaincus par l'efficacité de l'homéopathie. Oui, mais là, enfin, c'est binaire. Un cheval ou un chien qui a été manipulé, il arrive, il boite. Après la manipulation, il boite plus. Enfin, je veux dire, qu'on m'explique si c'est effectivement un facteur psychologique. Là aussi, j'attends les études. Et justement, elles sont faites, ces études. C'est ça qui est intéressant. On va parler des études. Juste un domaine qui vous concerne encore. Charlotte dit, je viens d'accoucher. Mes copines me disent d'emmener mon bébé chez l'ostéo parce qu'il a le crâne un peu déformé. Faut-il le faire? On a vu là dans le document une séquence assez surréaliste, parce qu'on sent qu'il y a une incompréhension totale entre la jeune femme qui est pédiatre et l'ostéo. L'ostéo qui dit que le foie, c'est pas le foie. Et qu'il est dans le thorax. Mais ça, c'est une nuance tout à fait anatomique. Mais à part ça, l'ostéo qui effectivement devient très tendance chez les jeunes mères pour les tout petits, vous en pensez quoi, vous, en tant que pédiatre? Alors ça me concerne un petit peu plus, effectivement, dans la chirurgie pédiatrique, notamment sur le problème de la déformation de la tête, qui en général est une plagiocéphalie secondaire à un torticolis congénital. Et on a vu dans le reportage également une manipulation qui tout à fait étonnante, c'est celle de voir un enfant qui est soulevé par le tronc avec la tête qui part en arrière, ce que je conseille d'ailleurs pas aux jeunes mamans. Et en même temps, c'est normal à 2 jours, que la tête parte en arrière. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a une hypotonie axiale qui est tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'un enfant de 2 jours ne peut pas tenir sa tête. De là en conclure qu'il a un problème lié à un événement anténatal, là, on est dans la science-fiction, là. D'accord, on l'entend en tout cas. Oui. Je ne conseille pas en pratique d'aller voir un ostéopathe pour un problème de plagiocéphalie, c'est-à-dire de déformation de la tête, mais plutôt d'aller voir un pédiatre médical ou un orthopédiste pédiatre pour savoir si la tête tourne bien à droite et à gauche. Très bien. On va passer au problème de la formation des ostéopathes, parce qu'on a compris, il y a une formation, on l'a quand même deviné déjà dans le document, qui est extrêmement hétérogène, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même un domaine qui fait que vous tirez un peu une balle dans le pied, il faut bien reconnaître cette hétérogénéité très importante, des écoles qui proposent des programmes très différents, avec un nombre d'heures très différentes, avec des formateurs qui sont pas toujours forcément hyper qualifiés. Il y a quand même un énorme souci. Mais je crois que Perrine Dutreuil dit très bien les choses dans le documentaire. Enfin, on est sur du business. C'est-à-dire que la réglementation n'est pas suffisamment rigoureuse pour effectuer un tri sélectif, sans faire de jeu de mots, de la formation. Résultat, un tas de marchands du temple se sont engouffrés dans la filière de la formation, font de l'argent, et on est passé de 25 écoles en 2002-2003. Aujourd'hui, on est à 70 centres qui délivrent un titre d'ostéopathe. Donc c'est faramineux. Parmi les 70, si je suis dans un jour d'indulgence, je veux dire qu'il y en a une quinzaine qui forment des ostéopathes
bien formés, bien compétents, avec des vrais stages, avec des vrais patients, avec des passages à l'hôpital ou en clinique, enfin, une formation complète. Le reste ne forme pas des gens compétents. Le seul problème, c'est que le rapport de l'IGAS le précise clairement, il faut une régulation, il faut un contrôle de tout ça. Le problème, pour qu'il y ait un contrôle de tout ça, il faut qu'il y ait un statut qui change un petit peu ou pas? Alors, en fait, il y a deux conditions, et il y en a une qui est en train de se mettre en place. Depuis 2 ans, nous communiquons, nous les ostéopathes, nous communiquons massivement auprès des médias pour dire attention, il y a ostéopathes et ostéopathes, il y a formation et formation, le marché est en train d'arriver à saturation, donc il faut faire quelque chose. Le résultat, c'est que cette année, les premières années des écoles, de la plupart des écoles, sont en baisse, et en baisse significative. Donc là, les lois du marché sont en train de jouer leur rôle. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a une saturation totale qui arrive. C'est une saturation en cours. Ça, c'est bien, à la condition que dans le même temps, il y ait une réglementation ambitieuse qui soit émise par les pouvoirs publics, de façon à ce que ce ne soit pas que les règles du marché qui sélectionnent les établissements, parce que dans ce cas-là, on pourrait craindre que ce soit les mauvais établissements qui restent sur le marché, mais qu'il y ait un accompagnement vers la qualité, un durcissement des conditions d'agrément pour délivrer le titre, de manière à ce que, dans 3 à 5 ans, on ait une offre de formation qualitative. Et c'est possible, hein, c'est une volonté politique. Dominique Bonneau, vous faites de la formation, vous, de médecin. Qui sont vous faites de la formation à la thérapie manuelle, hein, ce que vous nous expliquez. Qui sont les gens qui viennent se former chez vous? Alors ce sont tous les professionnels de santé, ça va des podologues aux kinés, aux sages-femmes, justement, parce qu'on parlait de l'importance des touchés pelviens dans les suites de couches. Effectivement, ils sont fondamentaux. Il y a énormément de techniques qui peuvent améliorer, notamment des douleurs au moment des rapports, les fameuses dyspareunies, des problèmes énormes au niveau du coccyx qui ont besoin de ces touchés. Et il y a un très gros travail, notamment au CHU de Nîmes, où on forme justement des sages-femmes, des médecins, des kinés ensemble. Et les non-médecins viennent se former chez vous aussi? Quand vous dites les podologues? Les podologues, ce sont les professionnels de santé, ce sont des auxiliaires médicaux. D'accord, mais ils viennent se former aux thérapies manuelles chez vous? Tout à fait, pour mieux comprendre un peu comment cela fonctionne. C'est-à-dire que quand on est dans une pathologie telle que la podologie, il faut comprendre comment cela fonctionne. Il faut savoir pourquoi un simple fait d'avoir un tendon d'Achille un peu court, raccourci par notre vie un peu sédentaire, va générer des tensions plus importantes au niveau du pied. C'est important de pouvoir que le podologue puisse donner des conseils complémentaire du kinésithérapeute ou du médecin lorsqu'il prend en charge son patient. Il faut comprendre que ce qui est important en médecine, c'est une vision globale de l'individu. Il faut qu'on converge sur ce patient. Que la médecine a tendance à oublier aujourd'hui en s'hyper spécialisant. Mais c'est pour cela qu'il faut... Et c'est pour ça que les ostéopathes ont tant de succès aussi. Bien sûr, et c'est pour ça que les thérapies manuelles ont du succès, et c'est pour ça que la thérapeutique manuelle doit redevenir une discipline médicale, enseigner à l'ensemble des professionnels de santé qui puissent prendre en charge au maximum et de manière le plus compétente et optimale possible leurs patients. Basé sur les thérapies réflexes, sur la neurophysiologie, la neuroanatomie, la biomécanique, et pas sur les théories fantaisistes qui remontent au XIXe siècle. On nous demande, Michel, si toutes les écoles d'ostéo se valent. Oui, alors justement, on va en parler parce qu'il y a 2 grands domaines dans lesquels l'ostéopathie doit faire sa révolution. Celui des études et des preuves scientifiques, on en a parlé, et celui de la formation. C'est de ce second point dont va nous parler Benoît Thévenet. Oui, car se former aujourd'hui... à l'ostéopathie, c'est un peu comme une loterie, payante bien sûr, car vous allez le voir, s'il y a un point sur lequel la plupart des écoles ne se différencient guère, c'est le prix, 7 à 8 000 € par an. Et les études durent de 3 à 6 ans selon les établissements. Alors la durée de formation et le nombre d'heures d'enseignement peuvent varier énormément. Il y a certes un cursus minimum de 3 ans, mais ceux qui sont sérieux ou veulent le paraître proposent 5 ou 6 ans, en s'alignant notamment sur les recommandations de l'OMS. Mais ce peut être un simple miroir aux alouettes. 5 ans sans stage pratique ne valent pas grand-chose. 5 ans avec des enseignants trop jeunes, ce n'est pas mieux. Tout dépend aussi du contenu. À quoi sont consacrés les cours? À l'anatomie, la biologie, la neurologie, la pratique de l'ostéopathie? Plutôt bonne pioche. Mais méfiance si trop d'heures sont consacrées à des disciplines annexes comme la nutrition, la dermatologie, la psycho, la phytothérapie. Et certaines formations se décrédibilisent et flirtent même avec le charlatanisme en proposant pêle-mêle cours ou stages de pseudosciences comme l'énergétique, la kinésiologie ou encore la naturopathie. Alors au final, sur les 70 écoles d'ostéopathie en France, seule une quinzaine peuvent être qualifiées de sérieuses, de l'aveu même des syndicats d'ostéopathes. Et l'inspection générale des affaires sociales, dans un rapport rendu public en mai dernier, avait également été très sévère, réclamant une mise à plat du système d'agrément des écoles afin de faire le ménage. Il n'est pas raisonnable, ajoutait l'IGAS, que le ministre de la Santé soit amené à cautionner des pratiques
dont les fondements ne correspondent pas aux données acquises de la science. Merci Benoît. Alors ça c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez délirant dans ce rapport de l'IGAS qui a passé en revue. Non mais ça Michel, vous n'aimez pas ce style. Non mais il y a des phrases que je ne comprends oui, mais pas. C'est pas grave, je vous expliquerai. Je sais pas comment que sur les 45 écoles agréées, il y en a 24 donc, qui sont ouvertes à tous, donc aux non-professionnels de santé, et qu'il y en a un tiers là-dedans qui ont eu l'agrément ministériel sur recours gracieux, on appelle ça, à la suite d'un avis défavorable de la Commission nationale d'agrément. C'est du délire. dont je fais partie, la commission d'agrément. Donc c'est du délire, vous donnez un avis et derrière il y a un recours et finalement on dit c'est bon, vous avez l'agrément. C'est quelque chose qui est du délire là. Ça a été ça, c'est-à-dire que la première fournée d'écoles agréées en août 2007, il y avait 14 écoles et à peu près ce qui se fait de mieux. Et dans la commission on s'est dit ça y est, c'est bon, on va partir en vacances, le travail est fait. Et puis après on a vu arriver les recours et on a vu un gouvernement, une ministre en l'occurrence, qui n'avait pas beaucoup de courage politique pour dire niet. Et puis, il faut reconnaître à sa décharge que la réglementation manquait de précision. Et que progressivement, le ministère s'est enfermé dans une espèce d'impasse judiciaire. Et aujourd'hui, on arrive, alors c'était 45 en 2010, puisque le rapport a été écrit en 2010. Absolument. Alors, je dois dire que ce rapport, je l'approuve. Parce qu'il dit, en des mots très précis, ce que nous dénonçons depuis 5 ans. Pour dire, il faut arrêter le massacre. Mais là, aujourd'hui, ça y est, on commence à arriver dans le dur. Donc, oui, c'était hallucinant. On a eu un pouvoir politique qui n'avait pas de courage face à ce dossier, qui n'a pas voulu s'en mêler de manière efficace. Alors, si on peut juste arrêter sur l'information, Michel a soulevé tout à l'heure un problème, et le rapport de l'IGAS dit bien aussi, et d'ailleurs, vous, sur le site de votre syndicat, vous dites aussi très clairement qu'il faut certainement des formateurs dans les écoles qui soient plus qualifiés que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai, quand on entend le formateur, moi, je suis très cartésienne, hein, j'ai des notions extrêmement basiques de médecine, mais je ne comprends pas comment, avec des doigts mis comme ça, on arrive à ouvrir une suture qui, a priori, moi, dans mes connaissances, sont fermées. Mais, encore une fois, je suis basique. Hein. Moi, il faut juste m'expliquer. Et ça m'inquiète que les formateurs disent ça à des futures personnes qui vont aller soigner des gens, quoi. Je crois que ça correspond vraiment à une partie très marginale de l'ostéopathie. Ne me demandez pas de l'expliquer, je serai en difficulté. Et quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, oh non. Donc non, ça correspond à des choses très très marginales. C'est pas le cœur du métier. Il faut revoir aussi la formation quand même de ceux qui forment les futurs ostéopathes. Il y a un vrai problème de formation des formateurs. Ça, c'est clair et net. Et il va falloir qu'on arrête de recruter des tout jeunes qui sortent juste du diplôme pour les faire enseigner les suivantes, parce que là, on va rapidement à la catastrophe. Et puis, je voudrais revenir sur la notion d'études scientifiques, puisque M. Parot le relevait, et je suis d'accord avec lui. Il y a très très peu d'études scientifiques. Vous l'avez dit dans le doc, hein, d'ailleurs. Je le dis, il y a très peu d'études scientifiques qui démontrent comment on fait une étude en double aveugle contre placebo, c'est-à-dire une vraie étude scientifique en ostéopathie? Alors, premièrement, ce que je tiens à préciser, c'est que la profession est jeune. Rappelez-vous que en 2002, il y a 10 ans, j'étais un illégal et que je risquais un procès. Donc on est en train de la construire, la profession. Deuxièmement, la recherche scientifique coûte cher. Il faut trouver des financements. Troisièmement, on n'a pas encore mis le pied à l'hôpital. Or, c'est dans les hôpitaux que souvent qu'on a un espace de recherche. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, pour ce qui est des modèles d'évaluation, effectivement, il faut trouver des modèles. En ostéopathie, oui. Non, c'est compliqué, oui et non, parce que c'est compliqué pour d'autres disciplines. Enfin, je veux dire, la psychiatrie, c'est compliqué aussi de faire des évaluations. Mais ils veulent pas souvent être évalués non plus. La médecine générale, c'est pas aussi simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche clinique. Et quand on voit que un patient qui vont voir 3 médecins le même jour ressortent avec 3 prescriptions différentes, enfin, l'évaluation, c'est compliqué. Aujourd'hui, en France, l'évaluation, elle est très très bien organisée pour tout ce qui est médicaments. Et là, le double aveugle, double insu, ça marche très très bien. Pour l'ostéopathie, il faut évaluer la pratique ostéopathique, c'est-à-dire, et c'est ce que se fait dans le reportage, quand on essaie d'évaluer l'intérêt de l'ostéopathie dans les suites d'une intervention chirurgicale ou d'un traitement par chimiothérapie, là on évalue une discipline, on n'évalue pas une technique, ce qui sera hors sujet. Vous pensez que c'est le principal écueil ou pas aux études, je pense que c'est non, c'est pas un écueil. La chirurgie aussi n'est pas forcément facile à évaluer. On ne parle pas de double aveugle en chirurgie, vous imaginez ce que ça peut donner. Heureusement. Donc il y a des techniques statistiques qui existent depuis le XVIIIe siècle pour évaluer des choses difficilement évaluables a priori. Donc ces techniques, elles existent. Il y a une seule évaluation des techniques ostéopathiques contre manipulation factice qui a été réalisée pour les douleurs lombaires chroniques, le fameux low back pain des anglo-saxons, qui a montré qu'en fait les manipulations factices faisaient aussi bien que les manipulations d'ostéopathie. Autrement dit, quand on s'intéresse un petit peu à quelqu'un, qu'on le touche, il va mieux. Et on retombe aussi sur des notions de médecine manuelle, mais peut-être un peu grossière. Et ça, c'est super intéressant parce que est-il vraiment besoin de faire 5 ans d'études pour obtenir le même résultat que quelqu'un qui fait semblant de faire? Une question pour vous, Patricia Bertram. Mon kiné m'a proposé de faire une séance d'ostéo
en échange de 3 séances de kiné. Est-ce légal, Sabrina? Du troc, là? En gros, c'est-à-dire qu'en gros, je pense que c'est l'histoire d'ordonnance, quoi. On fait comme si vous chauffez une vraie séance d'ostéo, et puis on fait comme si je vous avais vu 3 fois. C'est un problème, comment dire, d'exercice conventionné et non conventionné, et il est clair qu'effectivement, une séance de thérapie manuelle est une séance hors convention. La difficulté auxquelles sont confrontés les masseurs kinésithérapeutes, c'est que les techniques de thérapie manuelle font partie intégrante de leur boîte à outils. Alors tous ne pratiquent pas évidemment les techniques de thérapie manuelle, mais pour ceux qui se forment, il arrive qu'effectivement ils diluent cette pratique dans l'ensemble des autres techniques qu'ils sont amenés à utiliser. Et je reconnais que c'est compliqué pour le patient de comprendre qui fait quoi, comment, c'est-à-dire à quel moment on va faire de la kinésithérapie stricte, à quel moment on va mixer les deux et à quel moment on va expliquer au patient non, là on fera uniquement une séance de thérapie manuelle qui ne sera pas remboursée parce que ce n'est pas de la kinésithérapie conventionnée. François nous demande, mais ça va concerner plusieurs d'entre vous, si un kiné-ostéopathe ou un médecin ostéopathe vous semble plus compétent qu'un ostéopathe tout court, déjà pour le kiné-ostéopathe. Je vais prêcher pour ma paroisse, bien évidemment. À mon sens, les professionnels de santé ont une double compétence. Je comprends l'ostéopathie comme une spécialisation de médecine ou de kiné. De la spécialité. Exactement. D'ailleurs, dans les techniques palpatoires et manuelles, c'est vrai qu'il y a des choses dans les mobilisations de kiné articulaires, en décoaptation, ménelle, etc. On est très proche en fait de certaines techniques ostéopathiques. Donc pour moi, c'est une suite logique à la pratique de la kinésithérapie et éventuellement de la médecine. Donc oui, bien évidemment, le kiné ou le médecin me paraît plus compétent. Docteur Parot, pour vous aussi? Alors la notion de compétence est surtout liée au diagnostic. Ça c'est un élément fondamental de la discussion. On a un petit peu passé vite dessus. Avant de proposer un traitement, il faut faire un diagnostic. Et le médecin ostéopathe fait un diagnostic? Il est censé faire un diagnostic. Le kiné peut aussi faire un diagnostic de kiné, mais l'ostéopathe, d'après la loi, est censé prendre en charge des troubles fonctionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas en rapport avec des maladies. Mais qui c'est qui lui dit avant que ce ne sont pas des troubles en rapport avec des maladies? Le sujet a été évoqué également, et effectivement, les ostéopathes ont raison. Ils ne vont pas compter sur les médecins pour l'envoyer des patients. Ils se retrouvent donc dans une impasse, et donc leur position, elle n'est pas facile à tenir. Mais c'est un jeu dangereux que de vouloir traiter une pathologie a priori fonctionnelle, mais qui n'en est pas une. Je pense aux tumeurs, je pense aux infections, je pense à beaucoup de pathologies qui ne sont pas du tout faciles à trouver. Si avec les connaissances d'un médecin, on se plante régulièrement, alors qu'on a fait quand même un certain nombre de diplômes, un certain nombre d'années d'expérience, et un certain nombre de formations hospitalières, la personne qui n'a pas fait ça risque de se planter encore plus. Il faut de la compétence, de l'honnêteté, de l'humilité pour savoir où s'arrête son exercice, pouvoir à un moment demander des conseils ou des examens par le biais d'un médecin. Ça se situe comment? Il faut un peu de tout ça. Mais il faut avant tout de la formation, et on revient au sujet central. Donc la compétence. Oui, c'est la compétence. Un ostéopathe qui est bien formé, qui a fait des stages à l'hôpital ou en clinique, il apprend à identifier tous les signes cliniques qui doivent lui faire dire attention, ce patient n'est pas de mon champ de compétence, je prends le téléphone, je l'envoie ailleurs. Et en fait, dans la pratique, ça se passe bien. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu beaucoup de retard de diagnostic. Donc c'est vraiment un problème de formation et il est central. Et c'est pour ça qu'on réclame à corps et à cri d'avoir un système de formation qui soit bien plus ambitieux. Après, ça renvoie à la compétence. Et la compétence, ce n'est pas que la formation, c'est aussi l'exercice. C'est-à-dire que, et je vais vous répondre en toute amitié, un kiné qui pratique un tout petit peu d'ostéopathie, c'est-à-dire quelques heures par semaine, il va rapidement être dangereux. Et M. Parot, qui est chirurgien, s'il pratiquait très très peu de chirurgie, il serait dangereux. Et on est tous dans la même configuration. L'ostéopathie, c'est une discipline manuelle qui se pratique bien si elle se pratique beaucoup. Donc ça, c'est un problème et j'ai pas envie de rentrer sur les débats corporatifs, c'est pas le sujet, mais il y a vraiment un problème de pratique quotidienne. On avait une question. Vous voulez réagir? Oui, je voulais juste compléter que le kiné qui ne fait pas d'ostéopathie exclusive, malgré tout, il soigne avec ses mains à longueur de journée et il touche des patients à longueur de journée. Ça dépend lesquels, justement. On ne peut pas considérer qu'il devienne dangereux à partir du moment où il ne fait pas que de l'ostéopathie. Alors, une question qui était avant celle qu'on nous propose là, des gens qui nous regardent nous demandent finalement comment on choisit un ostéopathe sur un diplôme, sur une plaque, sur son diplôme, école. Ils ont tous, c'est ça le problème. En sachant ce que disait Marina tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles qui avaient été refusées
dont l'accréditation avait été refusée et qui sont maintenant acceptés. Comment choisir son ostéopathe? Est-ce qu'il y a des éléments à vérifier pour être sûr d'être entre de bonnes mains? Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à qui? Il faut s'adresser à parce que finalement c'est la question. On s'adresse à un kiné, on s'adresse à un médecin, on s'adresse à un ostéopathe. On s'adresse pas du tout, d'après le docteur Parot. Mais j'ai bien compris. Mais ça va être rapide. Alors comment on sait finalement? On vous appelle? Parce qu'ils sont tous diplômés. C'est l'un des grands échecs de l'État en fait. C'est que la réglementation aurait dû permettre que les patients puissent pousser une porte d'ostéopathe au hasard et trouver quelqu'un d'ailleurs de compétent. Voilà. C'est pas le cas. Aujourd'hui, force est de constater que le patient, il a deux solutions. Soit il fait confiance aux bouche à oreille, mais on voit dans le reportage que ça peut pas être suffisant. Soit il fait confiance à des organisations comme les miennes, qui trient les ostéopathes normés sur un mode de formation, un mode de déontologie, un mode d'exercice. De quelle école ils sortent, etc. Donc là, on a une garantie de qualité. C'est pas satisfaisant d'un point de vue citoyen, mais c'est la seule solution aujourd'hui que le patient il ait. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est devenu un commerce, donc il y a énormément d'écoles qui s'ouvrent, il y a de plus en plus d'étudiants qui se ruent dans ces écoles, donc il y a effectivement une formation qui est très hétérogène. Une des solutions, et notamment qui est préconisée par le rapport de l'IGAS, c'est de mettre un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une régulation du flux. C'est la question de Paul, un numerus clausus pour les ostéopathes, mais le rapport de l'IGAS dit bien que ça doit venir de la profession elle-même. Le problème, c'est pour qu'il y ait un numerus clausus. Dans ce cas-là, il faudrait que vous puissiez être des auxiliaires médicaux, en fait, qu'il puisse y avoir... il y a comme un couac quelque part. Hein. On rappelle que le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on donne un nombre de places à la fin d'un concours et tout le monde ne peut pas y aller. Pour que le numerus clausus soit fait par l'État, il faudrait que vous soyez des auxiliaires médicaux. Non, pas nécessairement. Pas forcément. Non, pas nécessairement. Le problème du numerus clausus, aujourd'hui, c'est plus un problème de droit européen que de droit français. Ça veut dire qu'un numerus clausus en France, aujourd'hui, ça se heurterait très rapidement aux limites du droit européen. Et ce serait cassé. Par contre, introduire une réglementation qui soit extrêmement ambitieuse, extrêmement rigoureuse et difficile pour l'agrément des écoles de formation, là, on arriverait à faire une régulation par la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. À moins qu'il y ait une solution technique, mais j'y crois pas. J'ai vraiment l'impression que l'on s'égare un peu dans le débat, bien que ce soit consacré à l'ostéopathie. Qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie? Ce n'est ni plus ni moins qu'une technique thérapeutique qui repose sur un diagnostic palpatoire qui est la restriction de mobilité. Le diagnostic palpatoire de restriction de mobilité n'est uniquement pré-thérapeutique et c'est lui qui va guider le geste thérapeutique. Mais le diagnostic, il est médical, il sera toujours médical. L'universalité de la médecine est une constante dans tous les continents. Donc il est important, qu'on pose le diagnostic. À partir du diagnostic, on choisisse le traitement. Nous sommes une équipe. Il y a des années, des siècles, qu'il y a des équipes médicales. Déjà de Louis XIV, il y avait le médecin, le chirurgien premier, le chirurgien second, le renoueur, et il y avait chacun avec sa place. Donc il faut que, selon le diagnostic, on décide. Il a besoin de rééducation, il a besoin d'une rééducation urogynécologique, par exemple, c'est un problème avec une sage-femme ou un kinésithérapeute, mais qu'on décide d'abord quel est le diagnostic. Je suis d'accord, mais le diagnostic médical fait, par exemple, par un ostéopathe, quand vous allez le voir, parce que vous avez des douleurs cervicales et que un ostéopathe mal formé et incompétent ne demande pas d'examen comme une IRM et manipule, efface et crée une lésion sur cette hernie, le diagnostic médical, il n'a pas été fait par l'ostéopathe puisqu'il ne peut pas demander d'examen. Mais ne demandez pas à un ostéopathe de faire de la médecine. Il n'est pas formé pour. Et oui, mais le problème, c'est qu'ils en font. Mais justement, et c'est pour ça que je vous ai en préambule, que le législateur a encadré strictement la condition d'exercice d'un ostéopathe. Il ne doit pas toucher un rachis cervical s'il n'a pas un avis médical, et sans radio. Mais non, mais même sans avis médical. Il ne doit pas toucher de nourrisson de moins de 6 mois. Il ne doit pas faire de manipulation gynéco-obstétricale. Il n'a pas le droit de faire des touchés pelviens. C'est cadré. Mais c'est cadré, mais quand on va aller voir son médecin, quand on va aller voir son médecin en lui disant docteur, je voudrais que vous me fassiez une ordonnance pour aller voir un ostéopathe, il y en a 1 sur 2 qui va répondre aux patients. 2 sur 3 plus que ça, qui va lui dire non mais restez dans le circuit classique de la médecine et tout ira bien. Mais je l'espère qu'il va dire non. Parce que c'est logique. Quand on prescrit un traitement, on en prend le risque. Si moi je vous prescris un anti-inflammatoire, qu'il y a une hémorragie digestive, j'en assure le risque, en ce sens que je vais, vous dire ce qu'il faut faire, vous prescrire les médicaments qu'il faut, vous adresser à un milieu hospitalier. Si votre ostéopathe fait la manipulation, qu'il y a une dissection de l'artère vertébrale, qui est effectivement un accident, mais qui peut arriver spontanément 1 fois sur 100 000 habitants, que va-t-il faire? Il va être comme une poule devant un couteau, il ne saura pas quoi faire. Le médecin pourra très bien dire il faut faire ça, ça et ça, parce qu'il a des signes neurologiques qui permettent de le dire. Le problème majeur de toute cette discipline, c'est le diagnostic. On ne peut pas tourner autour du pot pendant des heures, c'est le diagnostic. C'est là où le législateur est allé trop loin. Il a voulu un peu, pour des raisons hélas économiques, faire en sorte qu'on a un moyen de décharger les cabinets médicaux de patients fonctionnels en les envoyant pendant 45 minutes chez un ostéopathe. N'oublions pas l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? Dans 30
à 70% des cas dans les pathologies fonctionnelles, vous avez un bon résultat avec un produit, avec un chewing-gum ou un bonbon ou un sucre. C'est-à-dire que si vous touchez un patient pendant 45 minutes... C'est ce qu'on a dit avec M. l'INSERM, avec le chercheur de l'INSERM qui nous l'a dit dans le... Par contre, et je reviens vers vous, M. Parot, on a montré scientifiquement, notamment dans des revues comme Manual Thérapie, dont un impact factor, c'est-à-dire une liste de popularité sur le plan scientifique, on a montré que la cervicalgie et la lombalgie, effectivement, donc les douleurs cervicales et lombaires, peut bénéficier de manière favorable des techniques manuelles. Voilà. Maintenant, le problème est posé, le diagnostic, le traitement. Juste, est-ce que vous considérez, Dr Parot, dans ce que dit Dr Bonneau, que ces douleurs-là sont améliorées par l'ostéopathie, parce que de toute façon, elles se seraient améliorées? Là, on parle de douleur, on parle de maladie. De douleur. On parle de douleur. Ben, c'est justement, si on est dans ces douleurs fonctionnelles, elles peuvent être améliorées par beaucoup de choses d'autres que l'ostéopathie. Et pourquoi pas par l'ostéopathie? Ah ben, il y a des gens qui ont recours à la gymnothérapie, d'autres à la réflexologie plantaire. Pourquoi pas l'ostéopathie, si ça marche comme les autres? Eh bien, pourquoi pas l'ostéopathie? Parce que justement, qui va faire la preuve que ces douleurs sont en rapport avec un problème non grave ou un problème grave? Et on retombe sur effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut au tout début un diagnostic médical. Des réponses rapides. L'ostéopathie est aujourd'hui remboursée par certaines mutuelles, dont la mienne. À quand le remboursement Sécu? Pourquoi les mutuelles remboursent? Ça leur évite de payer pour d'autres médecines? Oui, peut-être, mais je ne crois pas que ce soit ça, en fait. Les mutuelles remboursent parce qu'elles ont une demande forte de leurs adhérents depuis 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, 60% de nos patients ont une prise en charge de leurs actes par la mutuelle. Donc c'est considérable et c'est en train d'augmenter chaque année. Donc non, les mutuelles remboursent. Remboursement Sécu. Alors, d'une part, je crois qu'il faut bien ne pas distinguer ce qui est reconnaissance de la profession et reconnaissance par la Sécu. C'est quand même deux choses qui sont extrêmement différentes. Le remboursement Sécu, à mon avis, n'est pas à la veille d'arriver pour deux raisons. D'une part, parce que 15 millions, 20 millions de consultations multipliées par 50 € la consultation, je vous laisse calculer le chiffre. Et puis, deuxièmement, ça supposerait... Il faudrait baisser le prix de la consultation. Et ça supposerait une prescription médicale? Ça supposerait, puisqu'on n'est pas une profession de santé, une prescription médicale. Donc, un acte médical à 23 € ou plus en amont, donc on est sur les dépenses santé qui seraient importantes. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir sur les mutuelles. Voilà, les mutuelles sont en train de prendre en charge le problème et c'est plutôt une bonne solution. Monique, oui. Pour reprendre l'effet placebo, on a prouvé d'ailleurs que plus un produit est cher, plus son effet placebo il est important. Mais c'est valable même quand on achète des meubles. Hein. On a l'impression qu'ils sont de meilleure qualité. Monique nous dit, j'ai des problèmes de dos, plusieurs séances chez le kiné ne m'ont jamais soulagé, l'ostéo par contre, oui. On est dans l'effet placebo? Non, je ne pense pas. Mais de quelle kinésithérapie parle-t-on et de quelle ostéopathie parle-t-on? Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Donc, d'accord. Et à quel stade de la maladie sommes-nous? En effet, il y a une évolution spontanée d'une pathologie et je peux très bien vous prendre en charge pendant 3 mois pour une pathologie lombaire douloureuse et naturellement elle va arriver à son terme spontanément au bout de 3 mois et qui que ce soit qui vous impose les mains ou autre, vous soyez guéri spontanément. Pouvons-nous avoir la liste de la quinzaine d'écoles fiables? Marie, vous n'allez pas nous les donner maintenant, vous les donnez à la fin et on les mettra sur notre site allodocteur.fr, ça sera en ligne demain. Un rebouteux des campagnes ayant une grande expérience des manipulations n'est-il pas plus efficace qu'un ostéo fraîchement diplômé? Dr Bonneau va dire oui. Ah oui, mais je le pense, mais c'est toujours pareil, le problème c'est toujours, attention, le geste n'est qu'un geste. Pour quelle indication? Les ostéopathes sont des magiciens. C'est à double tranchant ce compliment. Bah, si ça vous fait disparaître les douleurs... C'est chaud. Oui. Non, c'est pas la magie, il ne vaut pas être magicien. Ça vous fait disparaître 70 € et la douleur. C'est de la magie. 50 € en moyenne en France. 50 €. Non, c'est pas de la magie l'ostéopathie. Enfin, je crois avoir expliqué au début de l'émission que c'est des manipulations sur la mobilité et dans une conception globale du patient. Donc quand on manipule une cheville sur une lombalgie, il y a une vraie logique, il y a une vraie cohérence et on pourrait multiplier les exemples. Non, c'est pas de la magie, c'est une vraie discipline qui s'interroge et qui fait de la recherche de plus en plus. Vous aurez donc bientôt des études c'est quand même une discipline qui existe depuis longtemps, même si en France elle n'est pas développée aussi de façon aussi longue que dans les autres pays, mais aux États-Unis c'est quand même une discipline qui a un certain nombre de publications qui a priori ne sont pas des publications valides. Vous avez raison.
Il faut, si l'ostéopathie veut nous apporter la preuve qu'elle fonctionne, nous en chirurgie et en médecine en général, on s'adapte, on adapte nos traitements. Les traitements anticancéreux évoluent avec le temps, avec la preuve d'efficacité et d'augmentation des survies. La médecine évolue en fonction des preuves scientifiques qu'elle va essayer de fournir. Vous auriez d'avis, vous, sur l'ostéopathie, si on vous apportait des preuves? Ben, faut me les apporter. Oui, mais c'est ma question. Hein. Ah ben moi, à partir du moment où ce sont des preuves scientifiques qui sont validées dans des essais que je peux critiquer avec mes petites connaissances statistiques, je suis prêt à avoir ma position. En fait, il y a plein de programmes de recherche en ce moment qui se développent et qui sont en train d'être menés. On fera une émission, de toute façon, ça fait 15 ans qu'on est là, on sera là dans 15 ans encore et on pourra en reparler. On va rappeler Benoît, pour essayer de savoir, mais évidemment, pour essayer de savoir avec lui ce que l'on peut retenir de cette soirée, de tout ce qui a été dit. Benoît. On peut retenir que les ostéos, manifestement, ont pris la place que les médecins leur ont laissée, qu'en tant que technique, les médecines manuelles ont certainement des choses à apporter aux patients, mais il faudrait pour cela qu'une bonne fois pour toutes, des études solides scientifiques soient entreprises, que la formation des ostéos soit davantage réglementée. Et puis, il faut bien faire un constat, c'est que l'ostéopathie est dans une impasse. Quelle place lui donner? Ni médecin, ni auxiliaire de santé. On a un peu l'impression que les ostéos veulent tout sans être trop contraints. Il faudra bien qu'un jour, ils se positionnent clairement. Voilà, pour finir, juste vous dire qu'on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de SMS, plus de 2500 ce soir, et que demain, pour pouvoir poursuivre la discussion, on vous propose un chat qui aura lieu à partir de 15 h sur france5.fr, un chat pour débattre, pour poser vos questions de santé à des ostéos. Ils seront 3 à vous répondre. C'est sur France 5, vous êtes sûr .fr? Sur allodocteur.fr. Mais les deux marchent. Mais dites-moi, mon petit Benoît. Les deux marchent. Vous manquez de précision? Non, il a été remarquable. Ou sur l'autre. D'accord. C'était remarquable, Benoît. Sur allodocteur.fr. Donc, demain, on a donné les noms? On les a. Marc Chauvin, ostéopathe. Jean-Edmond Drumard, ostéopathe. Thibaut Dubois. Ce soir, ils sont tous les 3 ostéopathes, c'est formidable. Si vous voulez parler des ostéopathes, c'est demain sur allodocteur.fr. Merci en tout cas beaucoup à tous les 4 d'être venus. Merci à tous ceux qui ont participé au reportage. Merci à Gaëlle Germain, rédactrice en chef de cette émission, à toute l'équipe qui a réalisé aujourd'hui l'émission en plateau, grâce à qui vous avez donc ce résultat ce soir. Voilà, merci à vous, Michel. Mais non, je vous remercie, mais j'ai toujours pas compris ce qu'était une onde fluidique. C'est-à-dire je fais ça et normalement ça va mieux. Non, non, apparemment non. Non, c'est ça. Bon, d'accord. On va pas vous s'étendre sur le sujet. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. Passez une très bonne fin de soirée. Le prochain enquête de santé, ce sera le 23 octobre. Pour le thème, ce sera une surprise. C'est ça. Et je vous rappelle demain, ce chat de 15 h à 16 h sur allodocteur.fr sur l'ostéopathie. Posez toutes vos questions dès maintenant. Bonne nuit. Très bonne fin de soirée et à demain. Au revoir.